Bonjour à tous et à tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, au nom de tous les membres du G5 Santé, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour nos 13e rencontres. Monsieur le ministre, notre cercle de réflexion réunit les dirigeants des 8 principales entreprises de santé françaises, Biomérieux, Guerbet, Ipsen, le LFB, Pierre Fabre, Sanofi, Servier et Théa. Nos entreprises ont pour ambition la reconquête sanitaire et industrielle de la France et plus largement de l'Europe. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir si rapidement après votre prise de fonction. Je me réjouis de votre écoute, de votre esprit de dialogue que nous avons pu apprécier ce matin de bonne heure. Dans un contexte budgétaire difficile, notre think tank a souhaité apporter sa contribution à la réflexion collective et rend publique aujourd'hui une nouvelle étude qui met en évidence le potentiel considérable de gains d'efficience dans le système de santé français. Le G5 Santé propose 15 recommandations structurelles issues de cette étude et appelle à la mise en place d'un plan national pour l'efficience afin notamment de mieux financer le parcours de soins des patients. Monsieur le ministre, en cette période de forte incertitude, nous avons particulièrement apprécié de vous entendre parler de souveraineté et de la poursuite d'une politique favorable aux industriels. Mais, monsieur le ministre, cette politique va-t-elle bien inclure les industries des produits de santé ? Nous espérons également que vous serez un ministre non seulement de la parole, mais aussi de l'action. Nous avons donc hâte ce matin de vous entendre. Monsieur le Président du G5 Santé, cher Didier Véron, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis extrêmement heureux d'être à vos côtés. Je le disais il y a quelques instants, c'est peut-être ma première intervention sur le fond, c'est-à-dire au contact des professionnels sur un sujet qui est extrêmement important pour notre pays. Je suis heureux d'être à côté de professionnels qui sont extrêmement engagés pour notre industrie, pour notre souveraineté. Et je suis heureux de faire perdurer ainsi une tradition désormais assez bien ancrée de l'ouverture de ces rencontres par le ministre de l'Industrie. Je crois que mon prédécesseur était également présent ces dernières années. Je voudrais vous partager plusieurs convictions qui vont, je pense, assez utilement prolonger ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. D'abord, une conviction sur l'importance absolument stratégique des industries de santé en France. J'ai souhaité être présent à vos rencontres car il me semble que ce rôle central des industries de santé doit être souligné, salué. La santé, c'est une industrie de souveraineté, vous l'avez dit. Soigner les Français. L'importance de cet enjeu, on l'a perçu durant la crise du Covid. Nous en avons pris collectivement conscience. Et les entreprises du G5 Santé sont, on le sait, un élément absolument clé de notre souveraineté sanitaire, de la souveraineté sanitaire de notre pays. Un chiffre pour illustrer cela, 84% des patients en France bénéficient d'au moins un médicament du G5 Santé. C'est aussi une industrie innovante. Et qui dit innovation, dit travail collectif, dit écosystème d'entreprises. Notamment dans le secteur du médicament, c'est évidemment complètement acquis. Le G5, c'est 8 milliards de R&D en tout, dont 40% investis depuis la France. C'est le premier partenaire de la recherche publique française. C'est donc une industrie qui exporte, qui enrichit la nation. La balance reste positive ici. L'industrie pharmaceutique, c'est le 4e excédent commercial de la France. Et c'est grâce à cette industrie que la France est un leader, grâce notamment aux 8 entreprises du G5 qui sont françaises et installées en France. Enfin, c'est un enjeu auquel je suis, en tant que ministre de l'Industrie, extrêmement attaché. C'est une industrie qui crée de l'emploi partout sur le territoire. L'industrie, ça n'est pas simplement un facteur de prospérité, ça n'est pas simplement la garantie de notre souveraineté, c'est aussi un ciment de nos territoires et donc un ciment de la nation. À ce sujet,
rappeler que l'industrie pharmaceutique, c'est 135 000 emplois en France, en croissance depuis 2021. Ça s'inscrit dans la dynamique de l'emploi industriel que nous avons constaté, que nous avons cherché à prolonger. Et le G5 Santé représente 53 usines avec 20 000 emplois industriels. Voilà pour le tableau et quelques éléments qui permettent de rappeler ce que sont les enjeux, et ce que sont les enjeux d'un soutien réaffirmé à notre industrie de santé. Ensuite, une deuxième conviction qui tient au contexte actuel. Ce contexte, vous le connaissez, c'est un contexte de finances publiques difficile auquel nous devons faire face. Il va nous falloir trouver un équilibre entre les enjeux de souveraineté sanitaire, la continuité d'une politique d'attractivité pour l'industrie de santé et les contraintes budgétaires. Voilà l'équation à laquelle nous sommes confrontés. C'est une équation difficile, mais c'est une équation dont je suis convaincu que nous pouvons la résoudre ensemble. Il s'agit de soigner à un coût modéré et favorisant l'industrie. Nous devons, je dirais encore plus que d'habitude, car la contrainte budgétaire n'est pas apparue récemment. Elle a toujours figuré dans les réflexions des industriels et surtout dans les réflexions des pouvoirs publics. Mais nous devons encore plus que d'habitude tenir compte de ce contexte qui est extrêmement contraint, qui va nous obliger à faire des efforts, à prendre des arbitrages dans les prochaines heures, dans les prochains jours, qui seront forcément des arbitrages difficiles. Car il ne peut échapper à personne que la situation de nos finances publiques a connu une dégradation sur laquelle, évidemment, je ne vais pas m'étendre, mais qui est une donnée incontournable de notre réflexion collective. Pour résoudre cette équation, je suis convaincu que, et nous en avons parlé il y a quelques minutes, Monsieur le Président, que la recherche de l'efficience est un levier absolument indispensable. C'est d'ailleurs ce qui avait été souligné dans le cadre de la mission lancée par Elisabeth Borne, sur laquelle nous nous appuierons en temps utile. À ce titre, je veux saluer la thématique choisie pour ces rencontres du G5 Santé, efficience et financement du système de santé. Je pense que vous avez touché juste. Ce sont les enjeux du moment que d'arriver à conjuguer efficacité et contraintes sur le plan budgétaire. Cela montre la responsabilité des acteurs du médicament. Et je veux saluer encore une fois cette initiative et l'orientation que vous donnez à vos rencontres. Les besoins en santé sont croissants, mais il paraît difficile, dans le contexte actuel, d'augmenter significativement la part des dépenses de santé dans le PIB. Il faut raisonner autrement, et il faut faire de l'efficience une opportunité pour concilier les objectifs de santé publique et les impératifs de responsabilité budgétaire. L'efficience, elle passera notamment par l'innovation, par la montée en puissance du numérique, éventuellement de l'intelligence artificielle, qui constitue une incroyable opportunité. Il y a beaucoup d'initiatives à soutenir à cet égard, notamment l'approche de la médico-économie, à laquelle l'économiste de formation et de profession que je suis est extrêmement sensible, essayé par un certain nombre de techniques économétriques d'évaluer le coût-bénéfice macroéconomique, microéconomique et macroéconomique de l'utilisation des médicaments. Je pense que c'est une voie extrêmement vertueuse que nous devons collectivement emprunter, car derrière ces questions d'évaluation, il y a évidemment la question de l'efficience au service, au final, des patients. Vous dire également que je mandaterai pour travailler sur ces pistes le CEPS dans des délais très brefs. Rappelez enfin, dans cette logique de recherche d'efficience, l'importance de se comparer aux meilleurs standards internationaux pour apprendre des pratiques internationales. Je salue à ce titre, je crois qu'elle est présente, l'ambassadrice du Danemark en France, qui pourra, durant ces... Madame l'ambassadrice, qui pourra, durant ces rencontres, partager son regard. Je pense qu'on gagne toujours à aller chercher les bonnes idées, les bonnes pratiques ailleurs. Et c'est l'intérêt de ce genre de rencontres que d'arriver à croiser les approches et à croiser les regards. Vos travaux seront utiles, comme vont l'être les 15 propositions de votre plan, Monsieur le Président. Vos travaux seront utiles pour nous aider à poursuivre, dans ce contexte budgétaire contraint, une politique ambitieuse. Et j'insiste sur ce terme. Je souhaite que la politique de nos industries de santé et pour nos industries de santé reste une politique ambitieuse. Je souhaite
que nous puissions continuer à porter une politique ambitieuse de réindustrialisation. Cette politique, vous le savez, elle porte ses fruits. Elle est efficace. Pourquoi ? Parce qu'elle est conduite dans la durée. Et je suis parfaitement conscient de la nécessité de vous donner, à vous industriels, une capacité à vous projeter dans la durée, une capacité à vous appuyer sur un cadre stable, sur le plan tarifaire, sur le plan réglementaire. C'est quelque chose que nous vous devons. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été au cœur des politiques publiques au sens large, pas simplement concernant les industries de santé dans les dernières décennies. Mais cette stabilité, je pense que c'est un acquis précieux sur lequel nous devons capitaliser. Une politique construite dans la durée, et si je devais l'illustrer, cette politique construite dans la durée, j'utiliserais l'exemple de la mobilisation des crédits CSIS qui ont été lancés en 2021 et qui donnent aujourd'hui des résultats. Toujours dans cette logique d'évaluation à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Cette politique de réindustrialisation, nous chercherons également à la développer en facilitant l'accès des entreprises, notamment nos PME et nos ETI, aux grands donneurs d'ordre et aux marchés publics. Ça concernera tous les secteurs, et en particulier celui-ci. Le deuxième pilier de cette ambition de réindustrialisation, c'est l'accélération de la stratégie de relocalisation. Et derrière cette ambition, il y a quelque chose dont le Covid nous a rendu pleinement conscients collectivement, c'est la nécessité de nous doter d'une autonomie stratégique, et d'une autonomie stratégique en matière de souveraineté sanitaire au premier chef. Poursuivre la relocalisation des médicaments essentiels, voilà l'objectif, voilà l'ambition. C'est une politique qui a produit des résultats, avec déjà 25 médicaments critiques qui sont relocalisés. Nous allons poursuivre cette politique, nous allons mettre tous les moyens pour l'amplifier et pour aller encore plus loin. Enfin, je veux dire que nous continuerons de soutenir l'innovation dans le médicament à travers le levier puissant que nous donne le programme France 2030. France 2030, c'est 7,5 milliards d'euros qui sont dédiés à la santé. Et je veux à ce titre saluer le travail de l'Agence de l'innovation en santé, de sa directrice générale, Madame Lise Alter, qui a beaucoup contribué à la configuration et l'élaboration de ce plan. Citer peut-être pour illustrer ce que peut faire une politique de santé, une politique de soutien à l'innovation ambitieuse, des appels à projets, comme l'appel à projet biothérapie, pour lequel 800 millions d'euros ont été consacrés, et dire que même si le plan France 2030 a une durée de vie limitée, eh bien, nous serons force de proposition pour essayer de continuer à soutenir par tous les moyens notre industrie de santé. Le meilleur appui que nous pouvons donner à cette ambition, ce sont les preuves du fait que l'action en matière de relocalisation produit des effets, porte ses fruits. Et de ce point de vue, vous me verrez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, aller dans les territoires, visiter des sites, et je serais très heureux d'ailleurs de venir visiter certains sites de vos entreprises pour montrer, par l'exemple, que notre politique de relocalisation est efficace, que notre politique de relocalisation participe d'une ambition qui est à la fois audacieuse mais raisonnable dans sa mise en œuvre, et surtout qu'elle produit des résultats. Ces résultats, c'est l'atout d'un ministre de l'Industrie pour continuer de convaincre dans le cadre gouvernemental, continuer de convaincre au Parlement que nous avons un intérêt collectif à continuer de vous soutenir. Et donc je serai très heureux de poursuivre ce travail avec vous et d'aller sur le terrain afin de montrer ce qu'il s'y passe. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que nous allons nous battre pour l'industrie de santé, que cela va supposer des efforts partagés,
Des efforts à la fois sur les volumes, mettre en œuvre des mesures de bon usage. Je sais que les industriels y sont attachés à ces mesures, qu'ils y ont souscrit. Faire des efforts sans doute également sur les prix. Vous le savez, on a aujourd'hui des contraintes budgétaires qui pèsent sur nos dépenses d'assurance maladie. Et il faudra, à un moment ou à un autre, que des conséquences soient tirées de cette situation. Mais je pense que ces efforts partagés, ils s'appuient et ils s'appuieront également sur des efforts de réflexion conjoints, des efforts de co-construction. J'entends par là que, en tant que ministre, je souhaite pouvoir m'appuyer sur vos contributions, pouvoir m'appuyer sur vos idées, pouvoir m'appuyer sur toutes les recommandations qui ressortiront des échanges que vous allez avoir aujourd'hui et faire remonter toutes les bonnes idées, les idées de simplification, les idées qui touchent au normatif, les idées éventuellement de réallocation des ressources dont nous disposions pour favoriser l'innovation, pour favoriser le développement de l'emploi industriel dans vos entreprises. Eh bien, toutes ces idées, elles seront regardées, analysées, instruites avec le plus de détails, le plus de minutie possible. Et je souhaite vous garantir de mon soutien pour avancer ensemble dans la régulation raisonnée de nos dépenses, sans perdre l'ambition d'un soutien à nos industries de santé qui doit s'inscrire dans la durée. Donc une méthode de dialogue, une méthode de travail, voilà ce que je vous propose. Je pense que le collectif est notre meilleur atout. Je pense qu'un dialogue resserré avec votre secteur pour conjuguer la promotion des industries de santé et les efforts en matière de dépenses publiques doit permettre d'être plus fort demain, collectivement. Je défendrai pour ma part une approche résolument interministérielle des sujets. J'ai déjà pris langue avec mes homologues, la ministre de la Santé en particulier, pour évoquer les sujets de régulation budgétaire. Je vais continuer et je pense fondamentalement que l'industrie et la santé, dans un cadre interministériel notamment, doivent travailler ensemble pour gagner ensemble et pour continuer cet effort de réindustrialisation. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie profondément de votre invitation. Je vous remercie profondément de votre action au service de la santé des Français. Et je vous remercie aussi de faire rayonner notre pays à l'international, car je sais que c'est aussi une des actions fortes du G5 Santé. Merci. Je vous propose donc de poursuivre. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir son Excellence, l'ambassadrice désignée du Danemark en France, pour quelques propos introductifs sur le système de santé danois. Comme l'a dit le ministre à l'instant, je pense qu'il est toujours utile d'avoir un regard extérieur hors de France, notamment sur le système de santé danois. Madame l'ambassadrice, votre pays a de nombreux points communs avec la France et surtout nous montre quelques exemples dont nous pourrions nous inspirer, nous, en France. Donc, Madame l'ambassadrice, je vous passe la parole.
Monsieur le Président Véron, Mesdames et Messieurs, Présidents et Directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi d'introduire cette 13e rencontre de G5. Merci beaucoup. Tout d'abord, c'est vraiment un honneur que c'est mon premier discours en France en étant ambassadrice agréée, que ce serait parmi vous. Parce que le secteur de la santé, c'est un secteur priorité pour notre gouvernement, pour nos citoyens et pour notre secteur privé et de l'industrie. Et c'est vraiment ici, ensemble, comme le ministre a mentionné, dans la co-construction, qu'on peut trouver des bonnes solutions qui sont très importantes pour le futur de nos systèmes de santé et pour nos citoyens. En effet, le thème de l'efficience et du financement du système de santé est également un thème de grande actualité au Danemark. Et je suis heureuse de partager avec vous quelques expériences danoises, à savoir que notre gouvernement a proposé une nouvelle réforme de santé il n'y a même pas 2 semaines, parce qu'on apprend et on s'adapte tout le temps. Le Danemark et la France ont une histoire de coopération bilatérale dans le domaine de la santé depuis 2019. Nos ministres ont signé la première déclaration d'intention qui sont renouvelées l'année dernière. Et nous nous sommes mutuellement engagés à échanger sur nos systèmes de santé pour les rendre plus résilients, cohérents et efficients, et ainsi soutenir la transformation. Au Danemark, la première transformation se fait au milieu des années 2000. En effet, notre secteur de la santé était en crise. Les départements et les communes géraient un grand nombre d'établissements de soins, mais les listes d'attente pour le traitement s'allongeaient et les parcours de soins étaient incohérents. La réponse à cette première crise a été une réforme territoriale importante pour obtenir une meilleure organisation. Cette réforme territoriale de 2007 a permis 5 nouvelles grandes régions à gérer des hôpitaux publics. Parce qu'au Danemark, près de 95% des hôpitaux sont publics et leur fonctionnement a été optimisé grâce à une mise en commun de leurs ressources, mais 3/4 d'entre eux ont été fermés. Ainsi, en 20 ans, le Danemark a passé de 128 structures hospitalières à une 40aine aujourd'hui. Comment est-ce que cette politique d'efficience a pu voir le jour? Ce n'était pas sans résistance, bien évidemment. C'est aussi un compromis politique, notamment, qui est tenu à travers le temps. Pour faire passer cette réduction du nombre d'hôpitaux, pour transférer une partie des compétences en santé dans les communes au plus proche des citoyens, il y a eu 3 éléments clés. Des éléments qui nous ont permis de gérer aussi la crise de Covid, bien sûr, mais aussi la crise actuelle qui est provoquée par une démographie croissante de personnes âgées souffrant de maladies chroniques, par manque de professionnels de santé. Je pense que c'est une crise qu'on partage nos 2 pays. Le premier élément clé a été un focus important sur le numérique, un thème que le ministre a mentionné aussi. Le fait que les compétences santé sont partagées entre les régions et les communes nécessite un important échange de données en temps réel sur les patients et leur traitement. Par sa part, cette transition digitale s'est réalisée. Elle a su connecter tous les acteurs impliqués pour rassembler digitalement et rendre interopérables toutes les données et les systèmes. Aujourd'hui, quasiment 100% du système de la santé danois est digital. Tous les patients ont accès à leurs données de santé et peuvent donner accès aux professionnels soignants et éventuellement à leurs proches. C'est tout le parcours de soins
qui est fortement facilité par les solutions digitales. Et les citoyens ont confiance dans les solutions, ce qui est désormais un atout majeur. Le deuxième élément clé a été la décision de construire 16 nouveaux super hôpitaux, comme on les appelle, à la pointe de la technologie et qui correspondent aux normes de confort de notre temps, ainsi qu'aux normes environnementales. L'objectif pour le système de santé étant en même temps une efficace très importante. En fait, ces nouveaux hôpitaux devront dès le départ accepter une baisse de leur budget annuel de 8%. Cela va se faire en réduisant le nombre de lits, en focalisant sur l'ambulatoire et en priorisant les séjours hospitaliers pour les personnes avec un besoin spécialisé et intensif. Les soins pré- et post-hospitaliers sont plutôt livrés par les communes. Ainsi, nous voyons un véritable virage ambulatoire s'effectuer entre 2007 et 2020, avec une durée moyenne de séjour aujourd'hui autour de 3 jours et demi, avec une augmentation de 50% de l'activité ambulatoire. Le troisième élément clé est la collaboration multisectorielle, que ce soit entre niveaux d'administration ou entre niveaux publics et privés. Elle a toujours eu une place naturelle dans la société. Déjà au début du XXe siècle, grand nombre de grandes entreprises danoises connues sont fondées, et je pense par exemple à Velux et Rockwool, mais aussi bien sûr aux entreprises pharmaceutiques danoises que vous connaissez certainement. Leur modèle de gouvernance est basé sur une responsabilité envers la société civile, c'est-à-dire que ces entreprises sont toutes détenues par une fondation qui délègue la gestion de l'entreprise à une structure de direction. Elles reçoivent une partie des bénéfices de l'entreprise à travers un actionnariat pour pouvoir soutenir financièrement la recherche et des activités dans la société civile. À travers le siècle, les relations entre l'industrie, le gouvernement et la société civile ont été renforcées et une interdépendance est née. Aujourd'hui, nous pouvons voir au Danemark que le gouvernement consulte le secteur industriel et les associations de patients pour la mise en place des plans stratégiques et pour des réformes importantes, mais aussi pour gérer, par exemple, la crise de Covid. Les relations entre ces acteurs se renforcent lors de la collaboration, tel qu'un projet comme le Lighthouse, où un large éventail d'acteurs publics et privés se sont associés pour développer de nouvelles solutions de santé à travers des partenariats innovants. Ils impliquent notamment les régions, les villes, les compagnies d'assurance et de la retraite, des institutions de recherche et des PME. Nous savons donc maintenant les 3 éléments clés pour le système de la santé efficient au Danemark. Le numérique et la confiance des citoyens, la construction des nouveaux hôpitaux à la pointe et finalement la collaboration multisectorielle. Et pendant la crise Covid, ces éléments ont beaucoup aidé à la gestion. Bien sûr, ce n'était pas parfait, c'était une crise, mais par exemple, les passes sanitaires étaient digitaux dès le départ. Les collaborations multisectorielles ont permis de tester, analyser et ensuite vacciner très rapidement un très grand nombre de personnes. Et tous les hôpitaux étaient interconnectés pour pouvoir transférer les patients là où il y avait de la place. Tout cela semble bien fonctionner peut-être. Mais pourtant, aujourd'hui, nous nous retrouvons comme la France face aux défis démographiques et le manque de professionnels de santé. Il manque des médecins et l'accès à la santé et aux soins peut varier beaucoup d'une commune à l'autre.
Et avec l'augmentation des besoins, il y a également une demande d'encore plus de cohérence dans les parcours de soins, notamment à la proximité du citoyen. Je vous disais que le gouvernement danois vient de proposer une nouvelle réforme de la santé et cette proposition a été faite suite aux travaux d'une commission spéciale qui a été composée des représentants des administrations, des patients, un médecin, des universitaires, mais aussi un représentant d'entreprise. Elle a donc étudié comment optimiser la structure de notre système de santé et a proposé 3 scénarios possibles. Notre gouvernement a annoncé le mois dernier la proposition retenue. L'idée maintenant est de réduire le nombre de régions de 5 à 4 et l'établissement de 17 conseils de santé, c'est-à-dire des organes politiques qui seront constitués d'élus des communes et des régions. Un focus sera mis sur le virage vers le domiciliaire, comprenant l'hospitalisation et le traitement à domicile de préférence, notamment pour gérer les maladies chroniques. Et le patient dans tout cela, on le voit avec un rôle plus autonome dans la gestion de la santé grâce au tout numérique. Pour pouvoir mener à bien les transformations, il nous faut de l'inspiration et apprendre de l'expérience des autres. Les travaux de G5 y contribuent grandement. Nous allons également des think tanks qui rassemblent au G7, notamment l'Alliance franco-danoise de santé. Sous l'égide de l'ambassade, cette Alliance franco-danoise de santé est composée de 5 des plus grandes entreprises danoises de santé. Il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui. ALK, Coloplast, Leo Pharma, Lundbeck et Novo Nordisk, qui produisent toutes en France. Cette année, et c'est sûrement pas le hasard, elle a également travaillé sur l'efficience de nos systèmes de santé et s'apprête pour fêter les 5 ans d'anniversaire à sortir des propositions dans ce sens. On aimerait bien le partager avec vous quand c'est le bon moment. Nous savons tous, ce que soit en tant que patient, professionnel de santé, autorité, décideur public, industriel ou think tank, une responsabilité pour co-construire, comme le ministre a souligné, un système de santé efficient. En travaillant ensemble, nous aurons plus de chances pour arriver. C'est vraiment une expérience vécue au Danemark. Alors, je vous souhaite une journée inspirée des chances pour le futur de nos systèmes, mais surtout pour nos citoyens. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci pour cet éclairage, pour cet point sur la réforme en cours du système de santé au Danemark. Je pense qu'il y aura des collaborations fructueuses entre nos 2 pays. Merci beaucoup. Le Danemark, comme tous les pays de l'OCDE, doit faire face à des difficultés rencontrées par les systèmes de santé. En France, l'équation est particulièrement difficile, on l'a vu ce matin avec le ministre, dans un contexte de dépenses publiques extrêmement contraint. Le ministre l'a rappelé également, il ne peut être question d'augmenter notablement la part des dépenses de santé dans le PIB, mais le constat d'un système à bout de souffle est unanime. Il est donc grand temps de poser la question d'autres modes de gestion, de revoir les modalités d'allocation de ressources, d'organisation des soins et d'évaluation, et enfin d'augmenter l'efficience de notre système de santé. En tant que think tank, le G5 a souhaité apporter sa contribution. Il a demandé à Sandrine Bourguignon, économiste de la santé, fondatrice du cabinet Reality, un état des lieux des gains d'efficience possibles, sans recherche d'exhaustivité, bien sûr, à partir d'exemples de ce qui est réalisé ou pourrait l'être en France, mais aussi dans quelques pays étrangers. Donc Sandrine, je te passe la parole. La question est finalement très simple. Peut-on mieux soigner en dépensant moins ?
Bonjour à tous. Alors, si je savais résoudre l'équation, je pense que je ne serais pas ici. Néanmoins, on a vu que le sujet, effectivement, était d'intérêt, qu'il y avait peu de personnes qui pouvaient se dire contre l'efficience. Merci d'ailleurs d'avoir pris la thématique et de m'avoir confié ce travail. Alors, rapidement, on va voir quelques sujets et enjeux qui construisent le rapport qui vous a été remis et qui permettent de dicter les recommandations que nous allons vous présenter ensuite. Effectivement, il faut que je passe quelques points d'introduction. Donc, la réflexion nous a amené à effectivement proposer un plan national d'efficience structuré en 15 recommandations. Pourquoi l'efficience et pourquoi aujourd'hui? On pourrait se poser la question. Il a été mentionné à la fois par le ministre et Madame l'ambassadrice qu'effectivement, tous les systèmes de santé, et pas seulement la France, font face à un certain nombre d'enjeux économique. La contrainte budgétaire pèse fortement et l'Europe met particulièrement la pression cette année, mais aussi une quadruple transition, à la fois démographique, épidémiologique, d'innovation, thérapeutique comme numérique, et écologique. Il ne faut pas oublier ce dernier versant. Alors, quand on parle d'efficience, on ne parle pas uniquement de régulation de prix ou de coupe budgétaire. L'efficience, c'est bien justement la recherche de la meilleure allocation de ressources. Donc, on cherche à maximiser les bénéfices en santé, sous un certain nombre de contraintes dans l'équation. Et ce qui est intéressant quand on travaille sur l'efficience et qui amène à justement ce travail collégial, c'est qu'en fait, on va réfléchir sur les 4 piliers structurant tout système de santé. On va s'attaquer à la demande de santé, à l'offre de soins et de services, aux différents mécanismes de financement et au pilotage du système. Et c'est bien ces 4 dimensions conjointement qui doivent être travaillées pour trouver des leviers d'efficience. On pourrait se poser la question de pourquoi l'efficience par rapport à d'autres mécanismes de financement. Bien entendu, il y a une option qui considère à augmenter la taille de l'enveloppe et des dépenses de santé. Je pense qu'on est tous rationnels, on comprend que c'est difficilement économiquement défendable. Il y a un autre sujet d'arbitrage entre les budgets qui peut se défendre entre de l'éducation, par exemple, ou le budget de la santé, mais qui nécessite également des arbitrages et des renoncements par définition complexes, sachant que chaque décision impacte d'autres secteurs. On pourrait réfléchir à structurer différemment les acteurs entre eux et les mécanismes de financement. Vous avez évoqué la structuration entre le secteur public et privé. Intrinsèquement, en France, ce double secteur fonctionne et pénaliser l'un au détriment de l'autre aurait des effets négatifs. Et donc le 4e levier qui apparaît, qui avait été repris notamment dans les rapports de l'OCDE, c'est la recherche d'efficience. Une recherche de consensus et vraiment d'allocation de ressources. Les pertes d'efficience dans le système de santé, elles existent et elles sont surtout multiples. Donc si elles sont multiples, c'est autant de leviers de travail. Elles sont à la fois du côté de l'adéquation des soins et des ressources aux patients, le bon soin au bon moment, par le bon professionnel. C'est aussi tous les sujets de renoncement aux soins qui ont des effets externes négatifs. Donc les déterminants sont importants à analyser pour trouver énormément de pistes de travail. Et s'il y a un chiffre, un seul qu'on devrait retenir de l'ensemble de l'étude qui a été faite et que l'on a retrouvé aussi bien dans les rapports de l'OCDE que dans différents rapports d'autres pays, 20 à 25% des dépenses de santé seraient évitables. Je vous laisse faire le petit calcul de rapporter ça aux différents budgets de la santé sur l'agrégat de la dépense courante au sens international, justement pour rendre les choses comparables. Donc il y a énormément de pistes et la question, elle est quoi et où? Donc premier sujet, on a essayé d'évaluer un peu ces pertes d'efficience. Alors impossible d'être exhaustif et les méthodes diffèrent dans les différentes études, mais on peut citer 4 grands types de pertes d'efficience. Tout ce qui va avoir lieu à la mortalité évitable. Et là, les indicateurs en France indiquent clairement qu'on a des pistes d'amélioration, notamment sur la mortalité pour la suite AVC ou infarctus du myocarde. En lien direct, les décès évitables ou prématurés également, avec des impacts économiques forts et des impacts, bien sûr, en termes de nombre de décès. Ensuite, on a tout le champ des ressources et consommations évitables, avec là 2 chiffres clés également. 50% des consommations d'antibiotiques seraient inutiles, voire peuvent avoir des effets négatifs. Et une hospitalisation sur 10 serait évitable. Là, c'est pareil, ça varie un peu, mais consensuellement, on peut faire mieux sur les hospitalisations évitables. Enfin, sur le sujet médicaments propres, le sujet de la polymédication, notamment sur les personnes âgées de plus de 65 ans qui génèrent des coûts de consommation de ressources, mais également des effets indésirables à traiter. Alors, dans le rapport,
que l'on vous a remis, vous pourrez voir, il y a 35 cas d'usage. Je vous rassure, nous n'allons pas tous les regarder. On a pris quelques cas emblématiques qui appuyaient les propositions que l'on porte ensuite. Premier sujet, l'impact de l'obésité. Pourquoi l'obésité ? C'est un vrai sujet, justement, de collaboration interministérielle. L'obésité ne touche pas uniquement au domaine de la santé, il touche également à l'éducation, aux industries, à l'agroalimentaire, avec des impacts économiques en termes de consommation de soins majeurs sur toutes les pathologies cardiovasculaires. Le deuxième sujet, la prévention, bien sûr, on l'a abordé notamment sur le sujet des traitements préventifs, puisqu'il y a des études qui ont montré qu'on a des résultats à très court terme sur des consommations de ressources, des hospitalisations évitables. Donc la question à avoir, c'est comment on diffuse les bonnes pratiques dans ce cas-là. Le troisième cas, c'est l'utilisation de la donnée pour favoriser le pilotage. On a des indicateurs en France comme les hospitalisations potentiellement évitables, qui ont d'ailleurs été repris dans le travail du rapport chargé produit pour 2025 réalisé en parallèle. Ces indicateurs, ils existent, les données, elles existent, mais on ne les utilise pas pour adapter en permanence le système de santé et conduire des politiques territoriales adaptées. Autre exemple d'outils qui fonctionnent pour vraiment faire une promotion de l'efficience en soi. Le programme Choosing Wisely, qui a été déployé au Canada, aux États-Unis, au Japon, et je ne vous dresserai pas toute la liste, c'est vraiment une boîte à outils pour engager les professionnels, mais aussi la société civile, et éduquer chacun, être tous responsabilisés dans le bon usage de l'ensemble des ressources. Il y a des programmes et des boîtes à outils qui existent, et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, c'est très certainement des actions desquelles s'inspirer. Avant-dernier cas, les tests. Alors là, on parle aussi bien des TROD, des tests multiplex que des tests compagnons, mais ce sont des points d'entrée dans le système qui permettent d'orienter le patient correctement, dans le bon parcours, avec les bons traitements et en évitant des consommations inutiles. Là, je reprends mon exemple des 50% d'antibiotiques évitables. Avec des bons tests, on peut certainement mieux soigner les patients. Et enfin, le dernier exemple peut paraître anecdotique, mais il s'agit de l'utilisation de la donnée directement au lit du patient en temps réel. Et c'est une petite algorithme qui a été utilisé par la Kaiser Permanente, mais déployé dans énormément de pays, donc beaucoup de publications pour supporter les résultats. En monitorant directement les paramètres biomédicaux et biologiques du patient, on est capable de prédire la survenue de sepsis qui conduit à des décès. Les établissements qui ont mis en place cet algorithme ont réduit de 20% les décès liés au sepsis et fortement leur consommation d'antibiotiques. Et la beauté de la chose, c'est que ça fonctionne aussi bien sur les populations adultes que pédiatriques. Et donc, ça évite aussi le développement des bactéries multirésistantes. Donc, c'est un ensemble de cas d'usage dont chacun peut se saisir pour réfléchir et proposer des sujets. Et ce travail nous a permis d'asseoir nos propositions pour le plan national d'efficience. Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation très riche. Donc, fort de cette étude, le G5 Santé appelle ce matin à la mise en place d'un plan national d'efficience autour de 3 axes et 15 propositions. Alors, je vais juste vous les présenter les 15, je ne vais pas les détailler maintenant. Et durant les 2 tables rondes de notre matinée, il sera l'occasion effectivement de revenir sur certaines d'entre elles les plus emblématiques. Donc l'axe numéro 1 que nous proposons tourne autour du pilotage du système de santé, mettre l'efficience au cœur du pilotage, avec 5 propositions. La première, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre une loi d'organisation et de programmation en santé centrée sur la recherche d'efficience. Cette demande de loi de programmation en santé, nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à la demander. Deuxième proposition, c'est d'inscrire la loi de financement de la sécurité sociale dans un cadre pluriannuel, parce qu'un plan national d'efficience, ça se construit sur du moyen et sur du long terme, et pas dans un cadre annuel. Troisième proposition, c'est permettre la fongibilité des enveloppes budgétaires consacrées à la santé. C'est essentiel, notamment entre la ville et l'hôpital. La quatrième proposition, attention, ce n'est pas l'idée de créer une nouvelle administration avec de nouveaux fonctionnaires, c'est d'essayer d'avoir un pilote sur le sujet de l'efficience. Parce qu'aujourd'hui, l'efficience, elle est traitée par plusieurs directions du ministère de la Santé, elle est traitée dans d'autres ministères en dehors de la santé. Tout le monde fait de l'efficience au plan national, au sens local, mais il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de portage politique. Alors, on a cité le secrétariat général, parce que
Il y a un secrétaire général pour la transition écologique qui existe et qui marche plutôt pas mal, qui fait de la planification à 10 et 20 ans. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir un pilote interministériel qui coordonne et pilote l'ensemble des acteurs. Et la dernière proposition, elle est liée à celle-ci, c'est qu'il faut faire de l'efficience pas uniquement au plan national, mais également au niveau local, au niveau des ARS, au niveau des collectivités locales, des organisations régionales. L'axe 2, au-delà du pilotage, il porte sur le fait d'embarquer et de sensibiliser l'ensemble des acteurs, qu'ils soient professionnels de santé ou patients. Rien ne se fera si on n'arrive pas à embarquer tout le monde. Donc dans cet axe 2, première proposition, c'est justement embarquer la société civile et ses représentants, administration, professionnels de santé, associations de patients, industriels. Développer également de manière ambitieuse une stratégie et des programmes de prévention. Et ça a été dit, la prévention, ce n'est pas uniquement au ministère de la Santé. Tout le monde est acteur de la prévention, et bien au-delà de l'avenue de Ségur. C'est développer une stratégie nationale d'amélioration de l'adhérence, adhérence au traitement, adhérence au dépistage, adhérence à la vaccination. C'est faire évoluer le travail des professionnels de santé en tirant profit des innovations technologiques et surtout également en amplifiant la délégation de tâches. Alors je sais que certains d'entre vous préfèrent le terme de répartition des compétences que délégation de tâches, en développant de la formation pour les professionnels de santé à ces innovations technologiques, et favoriser également l'innovation organisationnelle. C'est dans la feuille de route d'ailleurs de l'Agence de l'innovation en santé, je pense qu'on va y revenir. Donc pilotage, embarquer tout le monde, et troisième axe, c'est proposer des outils et des mécanismes financiers qui favorisent l'efficience. Première proposition, elle est de systématiser les tests biologiques. Alors on avance, maintenant dans les pharmacies d'officine, on peut faire des tests sur les angines et les cystites, mais il faut beaucoup plus développer cet usage des tests et les systématiser. Deuxième proposition que nous formulons, c'est développer une culture du pilotage et de l'évaluation par les données de santé qui sont source d'efficience, mais qui sont encore insuffisamment exploitées dans notre pays, contrairement à d'autres pays européens. Développer des incitations financières et des modes de partage des gains qui favorisent l'efficience. Aujourd'hui, on a parfois plutôt des désincitations à l'efficience, et donc il faut promouvoir des mécanismes d'incitation à l'efficience, incitation financière auprès des professionnels de santé, à l'hôpital. Quatrième proposition dans cet axe 3, c'est de refondre les modes de tarification des technologies de santé innovantes, évaluer l'ensemble de la valeur que peut apporter un produit, une solution de santé. Aujourd'hui, quand on arrive avec une solution multitechnologique, en France, on a parfois encore du mal à l'évaluer, à la prendre en charge. Et ces solutions multitechnologiques, elles sont source d'efficience. Enfin, c'est permettre également aux produits de santé de bénéficier des gains d'efficience qu'ils génèrent. On en a encore parlé tout récemment avec le président du comité économique des produits de santé. On va en reparler dans la deuxième table ronde. Quand un médicament, un produit de santé apporte de l'efficience, parfois il est compliqué effectivement d'en tenir compte, du fait également de la non-fongibilité des enveloppes entre la ville et l'hôpital. Donc, encore une fois, je ne vais pas détailler ces 15 propositions. On va les reprendre dans nos discussions et dans nos 2 tables rondes de la matinée. Et d'ailleurs, j'appelle pour cette première table ronde « Quelle voie pour améliorer l'efficience du système de santé français ?» nos 2 animateurs. Donc, Éric Ducournau, directeur général des laboratoires Pierre Fabre, et Pierre Boulou, directeur général de Biomérieux. Merci beaucoup Didier. Et du coup, on va commencer avec Éric par demander aux différents intervenants de venir nous rejoindre. Donc, je vais commencer par appeler Isabelle Adenau, présidente de l'Agence du numérique en santé, à nous rejoindre sur scène. J'appelle Dr Lise Alter, qui dirige l'Agence d'innovation en santé. Guillaume Daudet, économiste de la santé à l'OCDE. Et M. Gérard Raymond, qui préside France Asso Santé. Bienvenue à tous. Alors, bienvenue à tous. Avant de démarrer cette table ronde et d'écouter réagir nos intervenants sur ces sujets de gestion de l'efficience, je voudrais juste revenir 2 secondes sur les enjeux dont on parle d'inefficience, qui ont été mentionnés par Sandrine Bourguignon. Une hospitalisation sur 10 qui serait évitable en France aujourd'hui. 50%
des prescriptions d'antibiotiques, qui seraient des mésusages des antibiotiques, ou bien pas le bon antibiotique, ou bien pas la bonne dose, ou bien tout simplement pas de nécessité d'antibiotiques. 20 à 25% de l'intégralité des coûts de santé qui seraient des opportunités d'efficience. Donc c'est un sujet majeur de santé publique, et c'est un sujet majeur aussi, au-delà des statistiques, quand on pense à nos proches, hospitalisés, non hospitalisés, de parcours de santé pour les patients français. Et c'est vrai que depuis, malheureusement, 15 ans, 20 ans, on a vu se succéder, pour essayer de mettre sous contrôle nos dépenses de santé, un système de rabots successifs, année après année, qui n'ont pas traité au fond ces sujets d'efficience. Et on voit que, après 10 ans, 15 ans de gouvernement de gauche, de droite, de succession de ministres, on est arrivé à un système qui reste en déficit assez structurel, près de 16 milliards d'euros en 2024 en France, et un système qui, certes, chaque année ne voit pas une dégradation majeure, mais au bout de 10 ans, 15 ans, aboutit à une dégradation du parcours de soins pour les patients, un manque d'accès à l'innovation, et donc, in fine, une impasse aussi en termes de gestion du système de santé. Et donc Didier l'expliquait, en tant que groupe de réflexion d'industriels français de produits de santé, ce qu'on souhaite, c'est apporter à la réflexion les 15 propositions qui ont été évoquées, qui permettent de mettre en lumière, d'accompagner les autorités sur comment gérer ces opportunités d'efficience. Et donc, ce qu'on se propose de faire avec Eric, avec cette table ronde, c'est structurer cette table ronde en 2 temps. D'abord, demander à nos différents intervenants de réagir au rapport, ce qui a été évoqué, et de partager leurs ressentis, mais aussi d'entendre, peut-être dans un deuxième temps, comment on peut piloter cette efficience au fil du temps, puisque la notion de la gouvernance, le pilotage, est un sujet aussi important, sinon plus, pour s'assurer qu'on met en œuvre les économies dont on a besoin. Eric ? Voilà, Madame Endo arrive. Bienvenue. Alors, Guillaume Dedé, la première question est pour vous. Donc, on a évoqué à plusieurs reprises déjà ce matin le chiffre de 20 à 25% de gains d'efficience. Donc, vous êtes un spécialiste au sein de l'OCDE de ces questions. Vous avez vu que les propositions du G5 s'inspirent largement d'ailleurs des constats de l'OCDE. Donc, quelle est votre réaction par rapport à ce chiffre de 20 à 25% ? Est-il, semble-t-il, cohérent ? Et quelles sont les pistes que vous voyez pour mieux traquer, j'allais dire, ces 20 à 25% d'efficience ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors oui, évidemment, je souscris pleinement à ce chiffre 20-25%, puisqu'on l'avait publié en 2017. C'était à l'époque de la précédente réunion ministérielle de l'OCDE. Donc on estime que le constat est toujours valide. Après, comme ça a été mentionné, ce sont des estimations, des projections qu'on fait sur la base d'un certain nombre de calculs, etc. Mais il semblerait que si on consulte aussi les autres sources de littérature sur le sujet, on oscille entre 20 et 30%. Donc 25% est globalement un chiffre qui semble cohérent avec l'état des choses et l'état de fait. Donc nous, clairement, à l'OCDE, l'enjeu qu'on voit à travers ça, c'est que les gains d'efficience, ça a été mentionné dans le rapport, et je vous remercie de faire la part belle aux données de l'OCDE. Ça nous fait plaisir aussi de voir que nos travaux sont lus et étudiés. Ce qu'on sait aujourd'hui, et les projections, c'est ça qu'on a fait en janvier dernier pour notre dernière réunion ministérielle, c'était de dire que à horizon 2040, aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, on est aux alentours de 9% de points de PIB qui est dédié dans l'ensemble de l'OCDE en moyenne à la santé. Là, nos projections à 2040, c'est d'arriver à 12% au statu quo, c'est-à-dire si on ne change rien. Ce qui pose évidemment toutes les questions et tous les enjeux d'arbitrage que vous pouvez imaginer, parce que c'est tout ce qu'on va dépenser en plus dans la santé, ce sont des sous qu'on ne va pas mettre dans d'autres secteurs qui sont potentiellement très impactants et très, très utiles pour maintenir et améliorer la santé des gens. Donc nous, on a développé des scénarios alternatifs là-dessus qui nous permettent de dire que si, par exemple, sur un scénario de maximisation de l'efficience, notre meilleur scénario, de prendre à bras-le-corps ce sujet, ça nous permettrait de diviser par 2 cette croissance attendue des dépenses de santé en pourcentage de PIB. Donc on passerait, en gros, au lieu d'arriver à 12%, on arriverait à 10,5% en moyenne. Donc pour nous, si vous voulez, c'est un peu la voie
à poursuivre, et c'est ce mandat aussi que nous ont donné les ministres de l'OCDE en janvier dernier, c'est de dire que si on veut vraiment rendre l'ensemble on va dire des contraintes compatibles, il faut absolument s'attaquer à ça, puisque les autres leviers globalement qu'on a ne sont pas ou faisables ou désirables. Merci. Je voudrais interroger Isabelle Adno en tant que présidente de l'Agence numérique santé. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de l'importance de la donnée dans la surveillance, dans la gestion des soins. Quelle est votre perspective sur les opportunités données par les nouvelles technologies dans la gestion de l'efficience? Alors, elles sont multiples, et même absolument énormes. En fait, il faut plus développer l'usage du numérique actuellement dans le système de santé. On peut le retrouver absolument partout. Je ne vais pas axer mes propos sur les données en tant que telles, mais sur l'utilisation qu'on peut retrouver dans tout plein de technologies. Si je donne par exemple quelques exemples, vous en avez dans tout ce qui est administratif pour éviter les tâches administratives répétées, toutes les histoires de planning, de flux. Il y a beaucoup de logistique dans les établissements de santé, dans le système de soins, que ce soit les patients, les lits, les dispositifs médicaux, les médicaments, etc., etc. On en a pour optimiser le soin, évidemment. On en a dans le suivi, par exemple dans la télésurveillance. Lorsque vous êtes en télésurveillance, à partir du moment où vous avez tout plein d'alertes, l'intelligence artificielle peut évidemment sélectionner dans toutes les alertes celles qui sont vraiment à voir par tel ou tel professionnel. On en a aussi dans la chirurgie, par exemple, avec de la modélisation et des images en 3D, dans le diagnostic, l'aide de diagnostic. Bref, on en a strictement absolument partout. Donc voilà. Donc très souvent, j'entends parler de la question de l'éthique, de l'usage éthique de tous ces dispositifs. Évidemment, pour moi, c'est un b.a.-ba. L'agence, d'ailleurs, fait 3 référentiels, un sur la sécurité, un sur l'éthique et un sur l'interopérabilité. C'est un b.a.-ba, c'est un prérequis. Donc, je ne me pose même pas la question, puisque pour moi, c'est un prérequis. Sinon, ça n'irait pas. En revanche, à ceux qui voudraient freiner l'utilisation de l'intelligence artificielle et ou du numérique, je finis par poser la question, est-il éthique de ne pas utiliser tous ces dispositifs? Voilà, donc il faut y aller. Est-ce que l'interopérabilité, puisqu'on a eu l'exemple sur le cas du Danemark, de mise en commun des données, médecine de ville, médecine d'hôpital, est-ce que c'est un sujet qui est aussi pertinent pour nous et est-ce qu'il y a des points de blocage particuliers? Alors, je vais l'aborder d'une manière assez curieuse. On crée à l'Agence du numérique en santé certains outils, en dehors de faire les référentiels. Et je vous donne quelques exemples. On fait des plateformes qui s'appellent, par exemple, de ressources de l'offre en région. Et typiquement, ou bien alors, par exemple, une autre plateforme pour les soins non programmés. Je vais prendre celle-là, tiens. Ça veut dire que lorsque des Français appellent le 15 ou les services non programmés, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a un partage de tas d'annuaires, c'est-à-dire les annuaires de tous les médecins, des structures, etc., et y compris pour les médecins qui assurent des gardes, de leur planning. En clair, la personne qui répond au téléphone, elle va juger à un moment donné, faut-il aller aux urgences? Et si oui, comment, etc. Faut-il voir un médecin, etc., etc. Mais au lieu de vous laisser en suspendu, si je peux dire, vous devriez aller voir un médecin. Oui, d'accord, mais je vois lesquels, où, quand et comment. Eh bien, la réponse, ça va être, j'ai pris rendez-vous pour vous avec le docteur Durand à 15h à tel endroit. Donc voilà, donc on voit bien que pour tout ça, ça a nécessité en amont et derrière tout un mélange de données. C'est un aspect moins habituel de ce que l'on voit en partage de données, mais c'est une réalité de terrain. Merci. Alors, les l'innovation donc, est évidemment au cœur des préoccupations de l'Agence de l'innovation en santé et l'innovation dans les produits de santé. Donc, quelle place voyez-vous à l'innovation dans ce parcours d'efficience et dans ces gains d'efficience possibles pour le système de santé ? Alors Isabelle Adno a déjà beaucoup évoqué ces enjeux. Effectivement, le rôle de l'agence est de favoriser l'accès aux innovations, quelles qu'elles soient, et surtout en favorisant ce lien entre la recherche amont, le développement des innovations et les enjeux industriels par la suite. Ces gains en matière d'innovation, et
en particulier à travers l'intelligence artificielle, il se situe à tous les niveaux. Et d'ailleurs, à travers le guichet qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans et grâce auquel on a accompagné déjà plus de 300 projets innovants, on le voit à toutes les étapes du parcours patient, depuis effectivement les enjeux de diagnostic, de dépistage, de prévention, avec des diagnostics qui mobilisent l'intelligence artificielle. Je pense notamment au diagnostic et au dépistage de maladies telles que les maladies, les troubles bipolaires par exemple, ou l'endométriose. Il y a des choses qui se développent aujourd'hui sur la base de tests salivaires ou sanguins avec de l'IA. Il y a aussi tout ce qui concerne les prises en charge et les dépistages avec la mobilisation, par exemple, d'outils comme Kiro qui repèrent des insuffisances rénales ou des maladies rénales chroniques sur la base de diagnostics de routine, là encore en mobilisant de l'intelligence artificielle, en travaillant sur la pertinence de la biologie pour les médecins, également à l'hôpital, pour tout ce qui est opératoire, péropératoire, les recours aux outils qui permettent des prises en charge beaucoup plus adaptées, beaucoup plus ciblées, avec des temps opératoires réduits. La partie post-opératoire, bien sûr, avec les outils de télésurveillance, télésuivi, suivi à domicile, mais également ensuite toute la partie d'aide à la prescription des médecins, qui favorise, là encore, la pertinence des soins. Donc, les outils se développent, ils sont partout. Maintenant, ce à quoi il faut qu'on travaille, c'est l'évolution du cadre. L'évolution du cadre à la fois d'évaluation, mais aussi de financement. Alors, comment s'y prendre? Parce qu'on voit tous, et on a bien conscience que le contexte n'est pas le plus favorable aux évolutions réglementaires en ce moment, en tout cas quand il s'agit du législatif. Néanmoins, nous, on a décidé de développer un certain nombre de pistes pour y arriver. Premièrement, et je suis très heureuse d'avoir Isabelle Adno à nos côtés dans le comité stratégique, nous avons lancé il y a quelques semaines un appel à projet autour de l'innovation et de la prévention. Alors vous allez me dire, la prévention, ce n'est pas exactement l'efficience, mais on est convaincu que la prévention, c'est un des leviers majeurs aujourd'hui en matière d'efficience des soins. Alors ça paraît intuitif, mais encore faut-il le démontrer concrètement, de façon objective, chiffrée, et dès lors que les innovations sont couplées à toute une modalité d'organisation des soins et ancrée sur le territoire. Parce qu'il y a la prévention dans l'abstraction de la prévention, mais il y a aussi la prévention dans la vraie vie, avec les vrais patients, les professionnels. Et c'est tout ça l'enjeu de cet appel à projet qu'on lance à travers France 2030, donc financé à hauteur de 170 millions, c'est de lancer des projets innovants avec des partenariats publics-privés, c'est très important, à une échelle suffisante pour pouvoir faire la démonstration de ces innovations sur le terrain, avec un suivi bien évidemment, et en particulier des indicateurs qui ne sont pas que des indicateurs de bénéfices cliniques pour le patient, mais des indicateurs de bénéfices en matière d'efficience, donc d'économie de santé, d'organisation des soins, d'accès aux soins. Et on pense vraiment qu'à travers cette démonstration, on va avoir des éléments extrêmement précis, objectivés, pour pouvoir amorcer à la fois des modalités d'évaluation de ces innovations et des modalités de financement. Et c'est la raison pour laquelle on s'entoure d'un comité stratégique qui embarque tout l'écosystème administratif dans le domaine de la santé publique, avec ANSM, HAS, Santé publique France, la CNAM, l'ANSES, parce qu'on se dirige également vers un enjeu One Health bien au-delà du simple cercle de la santé, l'IRESP, etc. Donc voilà, on a ce projet qui, on l'espère, pourra être, en tout cas, apporter de l'eau au moulin de ces enjeux d'efficience. Merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'innovations et qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. On a la chance d'avoir aussi sur ce plateau un représentant patient, donc Monsieur Gérard Raymond, président de l'association Santé. Et je voulais aussi vous demander de réagir sur le rôle du patient dans ces problématiques d'efficience. Il y a des notions de responsabilisation du patient et dans le parcours santé. Est-ce que cette notion d'efficience qui doit accompagner une amélioration du parcours de santé, c'est quelque chose qui résonne pour vous, qui vous fait réagir? Oui, d'abord, merci pour cette invitation. Je pense que dans les discours préliminaires, on a beaucoup parlé de patients et de la co-construction et de la participation des patients, y compris au Danemark. Je pense que c'est important qu'effectivement, on puisse être non pas simplement des représentants, mais des participants à la co-construction et à la réflexion de
dans la transformation de notre système de santé. Je voudrais dire juste, avant de développer mes propos, que sur le numérique en santé, je suis aussi actuellement président du Health Data Hub, ce qui montre que quand même aussi, voilà, la présidence citoyenne de cet entrepôt de données de santé montre bien combien on veut faire participer l'ensemble de la société civile organisée à l'évolution de notre système de santé, et on en partage avec, que ce soit Adeline ou Mme Alter, l'ensemble des projets. Je pense que ce qu'on nous demande aujourd'hui, avec ce que vous nous présentez, et avant de rentrer dans l'ensemble des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir transformer profondément notre système de santé, c'est une véritable révolution culturelle. Alors, vos 15 propositions ne sont pas un petit livre rouge, mais tout de même, ça représente quand même une vraie révolution culturelle. Parce que c'est des transformations profondes du rapport que peuvent avoir l'ensemble des acteurs du système de santé les uns par rapport aux autres. Et c'est aussi les partages, effectivement. Vous avez parlé de délégation de tâches. Vous avez bien fait de reprendre. Nous sommes pour le partage de compétences. Et le partage de compétences, ça enrichit chacun des compétences des autres. Mais sauf que cette posture-là, elle est nouvelle. On a construit un système de santé extrêmement segmenté, où chacun a ses propres compétences très déclinantes, très perpendiculaires, et, très verticales, pardon. Et on voit bien à l'heure actuelle que grâce aux nouveaux outils, grâce aussi aux conditions, et on l'a dit, manque de professionnels de santé, faudrait-il encore en discuter, mais manque d'organisation, etc., une déficience aujourd'hui de l'offre de soins. L'offre ne correspond plus à la demande de la population aujourd'hui. Et c'est comment, effectivement, on coupe toutes ces frontières, on coupe tous ces obstacles pour essayer de réfléchir d'une façon intelligente, efficiente, sur notre système de santé. Et donc, effectivement, ce que réclame aujourd'hui la société civile organisée, que j'ai l'honneur de représenter, c'est bien cette volonté de co-construction, de réflexion, de comment, effectivement, on fait tomber ces barrières, comment on acculture l'ensemble de nos concitoyens, professionnels de santé, acteurs, mais aussi l'ensemble de nos citoyens, à mieux consommer, à mieux user de notre système de santé et ne pas en abuser. Et ça nous paraît extrêmement important. Donc, les solutions, effectivement, c'est de reprendre l'ensemble des propositions que vous faites et de mettre les gens autour de la table et de réfléchir comment on peut y arriver avec les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous sommes persuadés, nous, que si nous reprenons l'ensemble des initiatives menées ici ou là avec les projets les uns et les autres, en multipliant l'outil numérique, et là aussi, en ayant des arguments convaincants pour que l'ensemble des professionnels de santé, j'allais dire imposés, donc on ne va pas quand même, mais voilà, des arguments convaincants pour que les professionnels de santé utilisent l'ensemble des outils numériques, que ce soit le logiciel métier interopérable, que ce soit mon espace santé, que ce soit l'utilisation des données de santé, que ce soit le suivi à distance des pathologies chroniques, etc., etc. Si les professionnels de santé adoptaient ces postures-là, de créer avec eux une équipe traitante grâce au numérique en santé, grâce aux liens que peuvent apporter ces nouvelles technologies, eh bien on aurait certainement des gains d'efficience qui permettraient de pouvoir mieux traiter et de retrouver une certaine confiance entre les acteurs du système de santé. Et je crois que aujourd'hui, c'est une réflexion profonde de l'ensemble de tous les acteurs, que ce soit les acteurs professionnels de santé, médecins, infirmiers, etc., pharmaciens, que ce soit aussi les institutions, que ce soit les industriels, que ce soit les agences et autres, qui doivent aussi se remettre en question, comment on peut améliorer effectivement cette co-construction, ce partage d'échanges avec l'ensemble des acteurs pour être beaucoup plus efficient. Nous, on le demande, ça fait longtemps qu'on parle de cette volonté de travailler en équipe, de partager effectivement. Et avant que de parler de financement, nous considérons que c'est d'abord dans la restructuration et dans les objectifs qu'il nous faut travailler ensemble, le financement venant après. On voit bien aujourd'hui que lorsque l'on fait des réunions de la convention des professionnels de santé, on parle essentiellement et exclusivement d'argent. Et on voit bien qu'on ne transforme pas le système de santé. Ce n'est pas en augmentant de 5 € chaque fois qu'on fait une convention
à l'assurance maladie l'acte de consultation des médecins, qu'on améliore la consultation, qu'on améliore le nombre de patients traités. Ce n'est pas du tout comme ça. Donc comment on transforme profondément, effectivement, la volonté de travailler en équipe grâce aux outils numériques. Mais pour moi, pour nous, c'est avant tout une révolution culturelle qu'il nous faut mener. Merci beaucoup. C'est particulièrement utile de vous avoir aujourd'hui parce que c'est probablement travailler sur l'efficience une opportunité pour remettre le patient au cœur du dispositif. Et donc évidemment travailler sur les bénéfices cliniques, évidemment travailler sur les économies, mais aussi s'assurer que le patient est bien au cœur de l'attention de l'intégralité du système, évidemment industriel également. Avant de prescrire 50% de trop d'antibiotiques, demandez-nous ce que nous voulons, demandez-nous. Peut-être que l'on peut échanger. Le colloque singulier, qui doit être d'ailleurs pluriel, qui devrait être pluriel avec l'ensemble des acteurs, doit aussi prendre en compte la personne et non pas simplement l'organe à traiter. Et peut-être que la personne peut avoir certaines idées. Juste une anecdote, je me souviens un jour, dans une université de professionnels de santé libéraux, on parlait de l'inobservance des patients, etc. Et le médecin disait, mais moi je prescris tout, mais le patient n'y va pas. Et j'ai demandé à ce médecin, mais est-ce que tu lui as demandé pourquoi il ne faisait pas ces examens-là? Et il m'a répondu, ah, mais maintenant, s'il faut lui demander tout au patient, on ne va pas y arriver. Voilà où on en est. Ça, c'est la réalité. Et j'avoue qu'effectivement, c'est cette réalité-là qu'il faut, c'est ces comportements-là qu'il faut rompre. Et qu'effectivement, il faut trouver les moyens aujourd'hui pour avoir une véritable co-construction et que le patient n'est plus un colloque singulier, mais un colloque pluriel avec une équipe traitante sur le territoire. Et si on reste sur l'utilisation de la donnée, donc on évoque souvent en France en fait un frein qui serait celui de certains patients au partage de la donnée. Alors, quelle est votre opinion sur ce sujet, monsieur? Alors je m'inscris en faux, cher ami, là-dessus, totalement en faux. Oui, nous posons nos conditions de sécurité, de protection des données, de garantie humaine, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, nous étions forts pour parler du masquage, du masquage, du masquage. C'est vrai. Mais tout simplement parce qu'on ne faisait pas confiance à ceux qui montaient ce système-là, qui était d'abord un système administratif et qui n'avait pas de vision. Mais depuis maintenant quelques années où nous avons un département du numérique en santé avec une véritable stratégie du numérique en santé qui a fait participer dès le premier jour les associations de patients et votre serviteur à la construction de cette nouvelle stratégie numérique en santé, les associations de patients et les usagers de la santé ont compris qu'effectivement, ces nouveaux outils pouvaient nous permettre d'être mieux traités, nous. L'utilisation de nos outils, de nos données pour mieux nous soigner. Et quand même, c'est quand même une véritable révolution qui a eu lieu en 2019 dans la loi avec Mon Espace Santé. Certains cheveux blancs se souviennent que le 4 mars 2002, la loi des droits des patients a failli capoter, cher ami, parce que les médecins ne voulaient pas donner les informations, le dossier médical aux patients. Là, aujourd'hui, c'est nous qui donnons les informations aux médecins. Vous voyez comme cette révolution en 20 ans. Donc, effectivement, non. Alors, mais c'est souvent les médecins qui disent non, mais les patients, ils ne veulent pas. Vous pouvez peut-être leur demander, eux, où ils en sont. Aujourd'hui, très sincèrement, nous ne sommes pas un frein. Nous posons nos conditions, elles sont claires, et Isabelle l'a dit, et nous souhaitons progresser, y compris d'ailleurs au niveau européen, où on travaille aujourd'hui à développer les entrepôts de données de santé, la réutilisation des données de santé au niveau européen. Non, les associations de patients sont beaucoup moins frileuses que certains corporatistes professionnels. Alors, Isabelle Adno, vous avez aussi présidé le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, vous présidez l'Agence numérique en santé. Vous pouvez réagir au propos de M. Raymond? Écoutez, j'abonde complètement dans ce que vient de dire Gérard, bien sûr. Au niveau européen, pour ces questions de données, il y a maintenant suffisamment de textes avec toutes les directives qui ont paru entre le RGPD, entre l'IACT, même s'il n'est pas encore totalement opérationnel, mais il va le devenir. Et puis on voit que d'ailleurs les États-Unis, dans leur législation, sont en train de suivre plus ou moins un petit peu ce qui se passe en Europe.
Donc du coup, je repose la même question que tout à l'heure. Hein. Devient-il éthique de ne pas utiliser ces données? On a des tas de données qui sont des données qui sont totalement muettes. On est aveugle. Quand est-ce qu'on va enfin allumer la lumière au milieu de la pièce? Voilà. Donc, il n'y a pas de frein, sous réserve que, mais tous les textes font aujourd'hui. Et alors, j'ai pas dit que. Faut pas me faire dire non plus ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que l'intelligence artificielle, demain, il n'y aurait pas de problème. Je suis pharmacien, vous l'avez rappelé. Entre remède et poison, c'est mes moyens, moi. C'est ni remède ni poison, bien évidemment. Et évidemment, il y aura des effets indésirables. C'est une évidence. D'ailleurs, il faudra, à mon avis, inventer une nouvelle vigilance qui sera une numéro-vigilance ou quelque chose dans ce goût-là. Donc, il faudra être vigilant. Mais entre la vigilance et tout bloqué, il y a une grande mesure. Merci beaucoup. Sandrine Bourguignon, vous voulez réagir à cette première partie de la table ronde? Merci. Je vais commencer par agir sur le dernier point. Il est évident qu'aujourd'hui, on a une masse de données qui n'est pas exploitée, qui remonte directement des patients, notamment directement des professionnels, qui est en cours de structuration, aussi bien sur l'hôpital et sur la ville, avec des sujets d'interopérabilité, mais ça ne va faire que démultiplier les potentiels et les usages possibles. Mais c'est plutôt très réjouissant, je pense, tout ce qu'on entend, et ça fait du bien, parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte où on entend beaucoup que le système est à bout de souffle, qu'on va dans le mur, il y a quand même un climat assez catastrophique au final. Et là, on entend qu'on a, vous l'avez dit, des opportunités, et des opportunités sur lesquelles tout le monde est aligné. Et il y a déjà des actions qui sont en cours. Donc la seule question, c'est comment on met ces forces en commun pour démultiplier l'effet levier derrière. Très bien, merci. Alors on va passer à la deuxième partie, donc, que Pierre vous annonçait tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a un consensus, on va dire, pour aller vers plus d'efficience. Il y a un certain nombre d'exemples qu'on voulait partager avec vous dans les produits de santé qui ont apparu dans les dernières années. On pense au sevrage tabagique, par exemple. Quand on commence à sevrer quelqu'un qui a 30 ans et qui était fumeur, eh bien, on lui fait gagner 10 ans d'espérance de vie. On peut aussi parler, par exemple, des chimiothérapies orales. Donc, quand les chimiothérapies sont passées dans les pharmacies, en fait, il y a eu aussi un gain d'efficience pour le système de santé, moins de présence à l'hôpital de la part des patients, une meilleure prise en compte souvent des effets secondaires, un accompagnement plus humain que ce n'est possible quelquefois dans un service hospitalier compte tenu de la pression qu'il peut y avoir dessus. Et à partir de ces exemples, et puis d'autres exemples, ceux qui nous ont été partagés tout à l'heure par l'ambassadrice du Danemark, Guillaume Dedé, est-ce qu'il y a d'autres exemples aspirants dont on pourrait bénéficier en France quand on regarde au niveau européen ? Oui, il y en a énormément, mais j'ai envie de dire, on va un peu dans le détail, dans des mesures un peu, on va dire, évidemment spécifiques, et avec des points, on discute évidemment d'applications, de données, etc. C'est très bien, mais il y a des choses aussi qui sont sous nos yeux et qu'on n'utilise pas. C'est un peu cette nouvelle d'Edgar Poe où, vous savez, il cherche une lettre, le narrateur cherche une lettre et il pense qu'elle est cachée. En fait, elle est sur la table. Il l'a aimée. Bon. Et c'est un peu la même chose pour l'efficience. Il y a des choses très simples sur la prévention. C'est-à-dire juste moins boire, pas fumer et mieux manger. Ces trois choses-là, c'est vraiment sous nos yeux et on n'en tire absolument pas profit. Nous, les estimations qu'on fait à l'OCDE, si vous voulez, c'est sur, par exemple, on l'a fait sur le cas de la France, mais c'est les trains de mesure qui ont été pris sur le contrôle du tabac en France, c'est un demi-milliard d'euros d'économisés par an. Voilà. Ça fonctionne. Ce qu'on appelle the economic case, c'est-à-dire en gros la démonstration économique de l'intérêt de quelque chose, pour la prévention, on l'a fait. En gros, c'est un retour sur investissement. Chaque euro investi rapporte 4 euros. Donc, vous voyez, avant d'aller se dire, bon, alors il faudrait qu'on trouve les dernières technologies, les derniers trucs, il y a des choses très très simples, à coût quasiment minime, qui fonctionnent et qui nous permettent déjà de faire ce chemin vers plus d'efficience. Et évidemment, c'est comme le disait M. Raymond, on embarque là dans un projet collectif, parce qu'évidemment, ça ne peut pas se faire c'est pas qu'une mesure technologisante ou une approche technique des sujets, c'est vraiment des choses très simples, et ça, c'est sous nos yeux, et on peut le faire. Donc, évidemment, on peut aller chercher tout un tas d'exemples, de produits de santé, de choses qui n'ont... Mais tout ça, c'est à la marge, en fin de compte. Il y a des choses beaucoup plus fondamentales qu'on peut faire, qui peuvent, évidemment, grandement améliorer l'efficience et ce qu'on dépense dans notre santé. En fait, en gros, l'amélioration de l'efficience, c'est juste moins dépenser parce qu'on a moins de besoins. C'est réduire le besoin à la source. On a beaucoup parlé des données et de l'utilisation des données. On a parlé de prévention. Dans le domaine des innovations, c'est vrai qu'il y a aussi des solutions, ça a été évoqué tout à l'heure, qui permettent de générer de l'efficience au-delà du besoin médical.
typiquement, nous, Biomérieux, on est un acteur de diagnostic, et on voit qu'il existe aujourd'hui des solutions de diagnostic qu'on appelle délocalisées, décentralisées. C'est-à-dire qu'historiquement, on avait besoin d'aller sur des grands plateaux de laboratoire et d'aller faire un test, typiquement sur des pathologies respiratoires, où on va tester Covid, on va tester la grippe. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent, de façon très délocalisée, en 15 minutes, d'avoir un test assez large qui permet de déterminer quel est le virus ou la bactérie qui est la source de l'infection. Évidemment, il y a un bénéfice pour le patient, parce que c'est au plus proche du patient, il a le résultat en 15 minutes. Mais c'est aussi une formidable opportunité de s'assurer que ce patient-là ne va pas aux urgences engorger des systèmes qui sont déjà totalement encombrés et sur lesquels il n'y a pas en fait besoin de faire venir ce patient. C'est une économie de transport sanitaire, parce que plutôt que d'aller aux urgences, c'est une économie considérable. C'est, en l'occurrence, sur des pathologies respiratoires, des économies d'antibiotiques. On parlait des 50% de prescriptions injustifiées d'antibiotiques. Et donc, on voit qu'une solution qui n'existait pas, pour être honnête, il y a 5 ou 10 ans, grâce à la technologie, existe maintenant, et au-delà du bénéfice clinique, en fait, génère des gains d'efficience pour l'intégralité du système de santé qui sont possiblement assez considérables. Et une question qu'on a aussi pour vous, dans ce deuxième temps de la table ronde, c'est comment on peut organiser, comment on peut aider notre système de santé à piloter le partage de l'information numérique, à piloter la prévention pour réduire le besoin de santé, à piloter l'apparition d'innovations qui va générer non seulement un bénéfice clinique médical pour les patients, mais aussi possiblement des efficiences économiques pour le système de santé. Et du coup, je voulais vous poser la question à vous, Lise, si au titre de l'Agence de l'innovation en santé, vous voyez des pistes en termes de gouvernance et de pilotage pluriannuel de ces gains d'efficience. Alors, plusieurs choses. Parce qu'effectivement, et d'ailleurs, Gérard Raymond évoquait le changement culturel. Et peut-être que finalement, ce changement culturel, c'est aussi un changement, j'allais dire, très fort pour les pouvoirs publics et pour l'administration, finalement. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite tous pour la suite? C'est que finalement, l'État qui était, ou le ministère de la Santé, qui était finalement un offreur de soins, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'évoluer vers un État qui est plus gestionnaire et garant de la santé de la population, en tenant compte de l'ensemble des composantes, notamment des facteurs de risque individuels de chacun. On va vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé, et c'est ça que la data va apporter. D'avoir une vision des populations selon leurs risques, d'avoir aussi une vision moins biaisée, qui de fait supprime les biais cognitifs, ou en tout cas les réduit, qui permet vraiment de cibler les actions de santé publique de façon rationnelle et objective sur la base des données. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que hier a été lancée cette journée autour de la réutilisation secondaire des données de santé. Et je tiens à saluer les collègues de la délégation numérique en santé qui a beaucoup travaillé sur le sujet en lien avec l'interministériel, avec une gouvernance qui est en train d'évoluer, qui intégrera aussi prochainement d'ailleurs l'AIS et la DGE, ce qui montre bien ce vers quoi on va tendre dans cette conception de la réutilisation secondaire des données de santé, quelque chose de beaucoup plus interministériel, beaucoup plus global. Donc je pense que l'État prend conscience aujourd'hui de ce changement réel. Comment va se traduire également ces changements en matière de gouvernance autour de ces enjeux d'efficience? C'est aussi en faisant davantage de prospective. Alors désolé, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un horizon très court-termiste et c'est compliqué de montrer qu'il faut aussi travailler sur de l'anticipation alors qu'on a un PLFSS qui va être joué dans quelques semaines. Je suis désolée, mais malgré tout, si effectivement on n'a pas cette vision également moyen-long terme, on va dans le mur pour le coup. Et je pense que tout se travaille en parallèle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus opposer le court terme et le long terme. Tout se travaille en parallèle et de façon anticipée d'une certaine façon. Et ce qu'on est en train de construire avec l'interministériel, même si ça prend un peu de temps, on ne lâche pas l'affaire, c'est sur un dispositif d'horizon scanning. Tout simplement parce qu'on l'a vu, vous nous demandiez des exemples concrets, quand les traitements pour l'hépatite C sont arrivés, quand les CAR-T-cells sont arrivés, on a tous pu constater à la fois des espoirs et des réalités d'ailleurs extrêmement positives pour les patients, pour les professionnels, mais également
un séisme en termes d'organisation des soins et des coûts. Donc, il faut qu'on tire profit de tout ça, qu'on construise vraiment quelque chose de structuré, et c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement avec l'interministériel pour avoir à la fois des indicateurs pertinents, mais des modélisations aussi pertinentes en matière d'impact d'arrivée de ces innovations, et notamment, pas que, mais en particulier des médicaments de thérapie innovante sur l'organisation et le coût dans le système de santé, pour pouvoir faire en sorte que l'État ne soit plus aveugle, mais qu'il puisse, j'allais dire, prendre des décisions de santé publique en toute connaissance de cause, avec l'ensemble des éléments qu'il peut avoir, à la fois long terme, plus court terme, et également piloter avec la donnée de santé. Ça, c'est fondamental, parce qu'il va de soi qu'en automatisant un certain nombre de choses, il y a des gains d'efficience majeurs, et y compris pour les professionnels de santé. Je regardais une étude là, récente qui montrait que pour chaque consultation, on peut aller jusque des gains de temps de plusieurs dizaines de minutes parfois pour les médecins, en l'allégeant de ces tâches administratives. Donc c'est vrai qu'on a tendance à voir la relation médecin-État souvent sous le biais du coût de la consultation, mais il y a aussi tous ces leviers en termes de temps passé et de charges administratives pour le patient. C'est un enfer. Pour le médecin, pardon, c'est un enfer. Et ça va pouvoir se résoudre avec des outils comme typiquement la traduction de toute l'oralité par écrit, effectivement, par l'automatisation de toutes les tâches, même dans le cadre de la consultation, et tout ça pour recentrer finalement cette consultation sur la relation humaine patient-médecin. Et je pense que tout le monde a y gagné, y compris d'un point de vue qualitatif, pas que financier. Tout ça pour dire que vraiment, moi je pense que le changement culturel, il est à tous les niveaux, et vraiment l'État n'est pas étranger à ce changement. Guillaume Daudet, Lisa Alter évoque la pluriannualité. L'ambassadrice du Danemark tout à l'heure évoquait aussi la régionalisation. Il y a des pistes à chercher là-dedans, et quels sont aussi d'autres exemples peut-être en Europe qui ont pu être suivis? La régionalisation, c'est important, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui, on va dire, beaucoup plus agile de votre système de santé. Mais ça s'inscrit dans un cadre culturel, politique, etc. Donc tout n'est pas transposable. L'idée, c'est simplement de dire, et dans le cas du Danemark, même si elle a mentionné qu'ils avaient construit plus d'hôpitaux, etc., mais ça reste quand même les pays nordiques, des pays qui sont vraiment très, très organisés sur le soin de premier recours. Et le soin de premier recours, ça couvre globalement 80 à 90% des besoins de santé d'une population. Et ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que des hôpitaux. Parce que à partir du moment où vous avez des hôpitaux, vous les remplissez. Et vous les remplissez, donc vous payez. Donc, si vous voulez, cette régionalisation, si elle s'accompagne dans l'esprit d'un retour, ou on dire d'un développement des soins de premier recours, et c'est quelque chose qui potentiellement est vertueux d'un point de vue de votre système de santé, à la fois en agilité, en réponse aux besoins des gens, et évidemment en termes de coûts. Sur la pluriannualité, on a travaillé sur le sujet. Il y a très très peu de pays qui ont des lois de programmation pour la santé. Et quand ils en ont, elles sont de toute manière pas nécessairement contraignantes. Elles sont on va dire, des horizons, des engagements. Vous avez de la pluriannualité sur certains domaines. Par exemple, les Anglais, comme vous le savez, le font avec le médicament. Ils ont des lois de programmation pour les dépenses pharmaceutiques. Évidemment, il y a toujours des moyens de dévier sur le cancer, sur des choses comme ça. Mais il y a certains secteurs ou certains domaines sur lesquels certains pays ont mis de la pluriannualité. C'est nécessaire, c'est important. Il faut avoir, évidemment, quand on a un cadre aussi contraint, nous, que des lois de financement, qui sont en fin de compte, qui ne répondent pas nécessairement aux enjeux, aux besoins de visibilité, de vision, de long terme qu'on a pour la gestion de votre système de santé, c'est assez problématique. Mais globalement, tous les pays sont dans le même bateau, c'est-à-dire qu'ils ont des budgets annuels à passer, et ces budgets prennent en compte évidemment la santé. Est-ce que le fait de le passer au Parlement, d'avoir d'autres moyens, ça, on peut évidemment en discuter. Mais c'est certain qu'aucun pays aujourd'hui ne se dit, voilà, moi j'ai mon système de santé, il est organisé à 5 ans comme ça, et je vais dépenser tant chaque année. De toute manière, il y a toujours des moyens, des solutions de rattrapage, de correction, etc. en cours de jeu. Le seul pays qu'on a vraiment identifié qui a une approche, on va dire, la plus avancée sur le sujet, c'est la Nouvelle-Zélande. Merci. Une question pour Gérard Raymond, et puis je la ferai rebondir après aussi pour Isabelle Adno en sa qualité de pharmacienne. Sans que ce soit perçu comme une provocation de ma part, mais quand on parle de sobriété des soins, quelle est votre réaction par rapport à ce terme de sobriété qui revient aussi dans les rapports sur l'efficience très régulièrement? Oui, enfin après, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots, mais effectivement, nous aussi, on constate que
on est le pays qui consomme le plus de médicaments dans le monde. On n'est pas forcément en bien meilleure santé que d'autres pays. Donc, on peut s'interroger si on ne prescrit pas trop. Mais ça aussi, ça fait partie de la culture. Moi, je suis d'une génération où j'ai vu, et encore même ma génération, mais mes parents ne pas être contents parce que le médecin n'avait prescrit que 5 médicaments. Il en fallait une quinzaine sur l'ordonnance. Il n'est pas bon, ce médecin, il ne prescrit pas. Et on a été éduqués, alors le mot est certainement pas bon, mais cette nonchalance-là, voilà, le droit à tout, etc. etc. Voilà. Il y a encore quelques semaines, j'avais une réflexion d'une personne qui disait qu'elle était multipathologie, avec beaucoup de problèmes évidemment de santé, et qu'il fallait qu'elle voie son médecin traitant 3 à 4 fois par semaine. Voilà, alors je ne vais pas... certainement qu'elle le pense sincèrement et qu'elle en a un besoin. Bon, le médecin va être content aussi quand même, hein, franchement aussi. À un moment donné, voilà, c'est ce gaspille, quoi. Cette sobriété, elle est là. Est-ce qu'on ne peut pas, cette dame, si elle a une pathologie chronique, elle a plusieurs pathologies chroniques, avoir voilà, une application pour avoir un suivi à distance et de ne pas être 3 fois par semaine chez son médecin. Je pense qu'on a pris ces 30 ou 40 dernières années, malgré des lois PLFSS qui rabotent qu'économiquement et pas structurellement le système, on a pris l'habitude de dépenser. Et voilà, quand on voit, puisque c'est d'actualité aussi quand même, la queue des ambulances, des voitures, taxis devant les portes des hôpitaux toute la journée, on peut s'interroger quand même à un moment donné si tout cela est bien raisonnable. Donc je pense qu'on a une mission, nous responsables associatifs aussi des patients, de dire voilà, il faut user du système de santé, il ne faut pas en abuser. À nous aussi. Alors, le mot responsabilité, je veux bien, mais fait à condition que tout le monde prenne ses propres responsabilités. Mais voilà, à nous d'être aussi clairvoyants pour essayer de trouver des solutions avec les autres pour pouvoir progresser là-dessus, sur ce que vous appelez la sobriété. Mais c'est aussi comment on réorganise le premier recours sur un territoire donné avec une équipe traitante qui a 3 missions. La première, celle de la prévention et de l'éducation à la santé, celle du suivi des pathologies chroniques et celle des consultations non programmées, hein, le service d'accès aux soins non programmés. Ces 3 missions-là, il faut les déterminer et effectivement, il faut arriver sur un territoire à pouvoir avoir des réponses là-dessus. Et certainement qu'en recherchant l'efficience, on arrivera à la sobriété. Mais ce ne sont que des objectifs. Donc comment on arrive à mettre les gens autour d'une table, à trouver cette confiance-là. Et aussi l'État a un rôle quand même pour nous extrêmement important dans cette démarche-là. Comment demain, et aujourd'hui déjà, on arrive sur les innovations, et que ce soit des dispositifs médicaux ou des médicaments révolutionnaires, à pouvoir les mettre sur le marché assez rapidement avec des études qui permettent effectivement de pouvoir apprécier l'efficience ou la possible efficience du médicament. Chacun prenant un risque, que ce soit l'industriel, que ce soit l'État, que ce soit l'assurance maladie, dans le cadre d'un remboursement avec une revoyure, avec des évaluations. Et des évaluations pas simplement cliniques, mais aussi qualité de vie. Et nous savons très bien qu'effectivement, les évaluations qualité de vie sont aujourd'hui de plus en plus importantes, évidemment, provenant des associations de patients. Isabelle Adno, peut-être sur le rôle des données de santé dans l'évaluation de la qualité de vie ou de l'efficience des produits de santé. Je vais rebondir de manière plus large à votre question. Comme tout à l'heure, ça a été dit. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? J'allais dire, la balle est dans votre camp. Partiellement, bien sûr. Pourquoi? Parce que, à vous tous, vous êtes très innovants. Et vous devez continuer de le rester. Après, l'innovation, c'est vraiment accueillir l'inattendu. C'est-à-dire que par définition, ça va bouger les lignes. Et du coup, derrière, il y a toute l'utilisation au niveau de la coordination du système de santé, il y a tout ce qui a été dit, etc. etc. Il y a une chose qui m'apparaît essentielle, et qui, je trouve, pourrait vraiment être améliorée. C'est là que je reviens aux données.
c'est la question de l'évaluation. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est une innovation. Et personnellement, comme je vois énormément de personnes qui viennent à moi pour me présenter leur dispositif, je suis plus dans le numérique, donc c'est peut-être plus dans le dispositif médical ou des diverses solutions, mais voilà. Et je suis effarée par le nombre, enfin l'énergie qui est développée pour faire des trucs, excusez-moi, je vais le dire comme j'ai l'habitude de dire très directement les choses, qui sont totalement inutiles. Mais totalement inutiles. Parce que le besoin n'a pas été pris en compte. Besoin du patient, besoin des professionnels, besoin du système de santé. Et quelqu'un a une idée lumineuse et à un moment donné dit, voilà. Et pire du pire, on arrive pour venir, des fois en me voyant et en me demandant, dites-moi, dans le système de santé, ça pourrait servir à quoi mon truc? Donc là, on est juste avec un... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à côté de ça, on a des pépites. Des pépites. Et des dispositifs qui sont absolument extraordinaires et qui ont du mal à démarrer, à s'implanter, ou etc., etc. Et donc, du coup, l'évaluation, elle compte pour beaucoup. Donc, si moi, j'avais un message à faire passer, dès le départ, que les industriels, quels qu'ils soient, pense bien à la question de l'évaluation. On peut plus se permettre, on ne peut pas se permettre d'essayer des tas de choses comme ça maintenant. Voilà. Donc dès le départ, il faut que la performance, elle soit là. Et donc du coup, il faut des données et il faut des essais cliniques divers et variés. Juste un petit point, je voulais revenir sur ce que a dit mon voisin tout à l'heure sur la prévention, ça n'a rien à voir. Mais j'y suis personnellement très attachée, vous m'excuserez. C'est sûr qu'il faut de la prévention avec le bien manger, pas fumer, etc. Mais pour avoir fait 40 ans de comptoir de pharmacie d'officine, quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes allant, quand vous n'avez pas de problème spécifique dans votre vie, c'est plus ou moins facile de s'arrêter de fumer, c'est plus ou moins facile pour manger correctement, etc., etc. Et c'est quand les choses ne vont pas, qu'alors là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les gens baissent les bras. Et du coup, en matière de prévention, entre nous, là, je suis sûre qu'à peu près nous tous, on peut tous aller acheter des légumes ou ce que l'on veut sur le marché du coin. Et il y a des tas de personnes qui, eux, sont condamnées à manger des produits qui, eux, sont nettement moins bons. Et ils sont condamnés à ça. Donc, du coup, puisque Lise Alter a évoqué la question de ce comité stratégique pour les projets sur l'innovation. En tout cas, à titre personnel, je le dis bien, je serais excessivement sensible si des projets concernent la prévention à des personnes qu'on a plus de mal à atteindre et qui sont moins privilégiées. Voilà. Sandrine Bourguignon, vous vouliez réagir aussi Oui, alors sur deux sujets. Juste, je suis en général 99% d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai juste un tout petit point à reprendre sur le fait qu'on soit toujours les champions de la consommation de médicaments. C'était vrai il y a 10 ans, ça a quand même beaucoup évolué. C'est toujours vrai sur les antibiotiques, mais ce n'est plus le cas sur toutes les classes thérapeutiques, notamment les IPP ou autres. Donc il faut quand même souligner qu'il y a une tendance, mais ça ne veut pas dire qu'on fait bien, on peut faire mieux, mais on n'est plus les champions de la consommation. Et juste pour conclure, sur l'évaluation, qui est vraiment mon champ de travail, l'évaluation clinique, qualité de vie, c'est évident, mais aujourd'hui, quand on veut justement mettre les innovations au cœur du système et les amener jusqu'aux patients et aux professionnels, parce que c'est quand même l'objectif, la réflexion de l'intégration dans le parcours de soins et trouver sa place, c'est clé. Donc ça amène à réfléchir sur l'ensemble des impacts sociétaux, organisationnels et environnementaux, notamment pour faire face aux enjeux et transitions dont on discutait. Oui, mais quand je parle d'évaluation, vous avez raison, j'abonde complètement. Mais comme ça a été très bien redit par Gérard, il y a l'évaluation clinique, potentiellement quelque chose apporte quelque chose de clinique évident, mais il y a aussi sur la qualité de vie, et puis il y a l'impact organisationnel. Donc il y a tout. Donc l'évaluation, elle peut être dans différents domaines. Et il faut pas faut penser. Et aujourd'hui, c'est un bon point. L'ensemble de ces impacts ne sont pas clarifiés et reconnus à leur juste valeur. Peut-être une question avant de passer aux conclusions encore. Je voulais revenir sur le sujet de la gouvernance, parce que Didier l'évoquait dans son introduction. Aujourd'hui, l'efficience, elle est prise à plein d'endroits différents du système. Elle est articulée avec des pilotes. Est-ce qu'il y a un sujet
de réflexion, d'amélioration que les uns ou les autres vous avez en tête sur l'amélioration de la gouvernance pour piloter les gains d'efficience dont on parle? Alors, je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, mais je pense que, et d'ailleurs ça a été évoqué, je crois, par la ministre il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parle y compris de prévention, ça ne peut se concevoir qu'au niveau interministériel. Tout simplement parce que on voit bien que la vision doit être 360 et les gains doivent être pour le système de santé dans sa globalité. Pas seulement dans une perspective purement assurance maladie ou purement hôpital ou purement ville. Donc voilà, avec des enjeux qui dépassent même le strict champ santé, puisqu'on voit bien qu'il y a des liens très forts avec la transition écologique, avec l'environnement, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi, quand on pense à l'exposome, des liens entre santé et environnement qui sont très très clairs. Donc je pense qu'il faut avoir une vision la plus large possible. C'est d'ailleurs l'objectif de l'agence quand on travaille sur ces enjeux à la fois de recherche, de soins, mais aussi d'industrialisation. Et je pense que, voilà, d'ailleurs le ministre de l'Industrie le rappelait tout à l'heure, tout ça doit vraiment tenir compte des enjeux interministériels. Alors après, comment ça se traduit dans la gouvernance, ça c'est un autre sujet, mais je pense que déjà, en créant des ponts et en faisant en sorte que ces sujets soient bien identifiés comme des sujets qui doivent être pris en compte dans une perspective large, c'est déjà énorme, et faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble, se coordonner. Et la santé mentale, par exemple, qui a été évoquée également par les ministres il n'y a pas très longtemps, pour lequel il y a un grand défi d'ailleurs via France 2030, donc interministériel par essence, ça doit y contribuer. Sandrine Bourguignon, sur les recommandations, sur les 15 recommandations, est-ce qu'il y a un sujet sur la gouvernance sur lequel vous pensez légitime d'insister ou Je ne vais pas être très originale, mais j'abonde totalement à ce qu'a dit Lise. Okay. Je précise quand même, ça ne vous a pas échappé, qu'on a perdu le titre prévention dans l'intitulé de la ministre de la Santé. Oui, mais on va continuer à en faire, il n'y a pas de souci, et à le développer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous savez, la naïveté des patients, on la connaît. Je vais laisser Eric dire quelques mots de conclusion. Peut-être juste insister sur l'intention du G5 Santé, du rapport qui a été fait. Vraiment, ce à quoi on aspire, c'est essayer de contribuer de là où on est, avec humilité, sur améliorer l'efficience des parcours de soins au bénéfice des patients. Il y a des enjeux d'efficience qui sont assez considérables, sur lesquels il y a évidemment toutes les parties prenantes ont vocation à participer. On a beaucoup parlé de données, on a parlé d'évaluation, on a parlé de gouvernance. Et l'ambition qu'on a en tant qu'industriel français dans ces industries de santé, c'est d'essayer de passer d'un cercle vicieux de lutte contre les déficits qui se traduit par des coups de rabot, à un cercle vertueux où en fait les gains d'efficience sont valorisés, se réalisent, sont pilotés, permettent de faire apparaître de l'innovation, de faire bénéficier aux patients des vraies innovations, pour reprendre votre commentaire, pas des innovations un peu théoriques et qui ne se traduisent pas dans le parcours de soins, qui permettent d'améliorer non seulement les bénéfices cliniques, mais qui permettent aussi de réduire les coûts, de façon à générer des marges de manœuvre qui, encore une fois, permettent d'apporter de l'innovation. Eric ? Et donc, en synthèse, et en vous remerciant de votre participation à cette table ronde, donc Guillaume Dedet, vous nous avez rappelé que les gains d'efficience permettent de diviser par 2 la croissance des dépenses de santé. Lise Alter, vous avez appelé à un décloisonnement, en fait, notamment au niveau des pouvoirs publics, de façon à mettre le patient, j'allais dire, au centre du système, du dispositif. Jean Raymond, vous nous avez rappelé que la donnée est aujourd'hui complètement ouverte pour effectivement contribuer à cela, et qu'il y a une grande ouverture de la part des associations de patients pour y parvenir. Et puis Isabelle Adno, vous nous avez rappelé que l'innovation, ce n'est pas simplement la nouveauté et qu'il faut en prouver l'efficience par la performance. Et vous avez appelé donc à un plan particulier de prévention pour les personnes qui sont les plus défavorisées. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde et bonne journée. Je crois qu'on a l'opportunité d'avoir des questions de la salle. Si vous voulez rester. Désolé, on vous retient quelques minutes de plus. Allez-y.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette table ronde très riche. Je profite d'avoir une double casquette, d'être à la fois médecin hospitalier et innovateur, puisque je développe des logiciels innovants, j'espère, et qui apportent du bénéfice. Il y a un point qui m'a semblé un peu particulier dans la discussion, où j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas eu le temps de l'aborder plus en profondeur. C'est probablement l'innovation que je trouve à deux vitesses, où on a des innovateurs d'un côté, que ce soit des professionnels de santé, des industriels, des éditeurs de logiciels qui apportent une vraie innovation, et puis à côté un système de santé qui a du mal à implémenter ces innovations. On parlait par exemple de l'interopérabilité, où on a tous été nourris de normes d'interopérabilité, des obligations du Ségur de santé, etc. Quand on est sur le terrain, l'interopérabilité, c'est un truc de 2052, quoi. C'est pas un truc de maintenant, où on est en train de s'échanger des fichiers, etc. Enfin, on est sur un système où on demande à des industriels de développer l'innovation, et sur le terrain, la mise en application est compliquée. Alors, je sais que ça va passer par l'acculturation, mais l'acculturation, ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour... Quelles sont vos propositions pour que demain, ces innovations, elles puissent être appliquées partout, en tout cas largement? Moi, je répondrai de deux manières. Oui, vous avez 1000 fois raison, c'est difficile de faire rentrer des nouvelles technologies ou des changements. Nous, pour travailler à l'Agence numérique en santé au déploiement de l'usage dans mon espace santé, il y a quand même pas mal de personnes qui utilisent pas mal d'énergie, y compris en territoire, puisqu'il y a les GRAD, les groupements d'appui régionaux de développement à l'e-santé qui s'en occupent. Et effectivement, vous avez raison, entre le moment où il y a quelque chose et où tout le monde est d'accord, qui pourrait dire mon espace santé, c'est pas utile? Non, tout le monde est d'accord. Mais n'empêche que dans la réalité de tous les jours, voilà. Là, c'est sociologique, j'allais dire. Parce que tout bonnement, on a tous nos habitudes, on est ancré dans nos habitudes, et dès qu'on change nos habitudes, c'est compliqué. Ceci étant, franchement, le numérique, il rentre vraiment en résonance avec notre époque. Vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, je suis convaincue que petit à petit, le numérique, de la même manière que maintenant, tous, pour chacun d'entre nous, on l'utilise de plus en plus vite, on s'adapte de plus en plus vite. Il n'y a qu'à regarder ChatGPT, ça a mis quelques jours pour faire 100 millions d'abonnés, là où pour avoir, mettons, le téléphone, il a fallu je ne sais combien d'années. Donc on voit bien que les choses s'accélèrent. Donc du coup, ce sera probablement la même chose, puisque finalement, le système de santé, c'est autant de citoyens, qui soient professionnels d'un côté ou qui soient patients. Ça, c'est Premier point, mais oui, vous avez raison, c'est difficile. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est peut-être, on fait beaucoup de pilotes, on fait beaucoup d'expérimentations, on fait beaucoup de toutes ces choses-là. On est peut-être les champions ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on en fait beaucoup. Et évidemment, c'est bien d'expérimenter, puisque voilà, quand il y a beaucoup de changements dans une coordination de soins, dans tout ce que vous voulez, etc. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on a un problème, et que le problème, c'est qu'on donne la porte d'entrée. Pour rentrer dans l'expérimentation, vous devrez, tatati, tatata, etc. Mais on ne donne pas la porte de sortie. Tant et si bien qu'à la sortie, on se retrouve avec des choses, on ne sait plus si finalement il faut généraliser ou pas généraliser. Donc du coup, l'importance, c'est d'arriver dès le départ à donner la porte d'entrée et la porte de sortie, et que la porte de sortie, ce sera une réussite si telle chose ou telle chose. Et là, il faut un passage à l'échelle. Parce que tout le monde veut bien faire un passage à l'échelle, qui que ce soit, sous réserve que ce soit utile, et j'en reviens à mes propos de tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, franchement, pour les expérimentations, les trucs pilotes, etc., surtout quand c'est aller jusqu'au bout, parce que sinon on est dans le flou le plus total à la sortie. Et si je peux rebondir, c'est exactement, et d'ailleurs on travaille ensemble avec Isabelle sur ce sujet, c'est exactement l'objectif de l'appel à projet qu'on a lancé là, en matière d'innovation et de prévention, de démontrer la valeur avec des indicateurs effectivement sur lesquels nous sommes tous, y compris le comité stratégique, en phase sur ce qui sera un indicateur de succès versus un indicateur de non-succès, pour permettre ensuite au pouvoir public de se lancer dans ce que sera la suite et effectivement ce passage à l'échelle en matière d'évolution
évaluation, financement et autres. Et ça, c'est le nerf de la guerre, et on est tous d'accord pour dire que pour permettre vraiment aux innovations qui ont un impact de se déployer, il faut qu'on soit extrêmement précis et rigoureux et exigeant sur cette phase de démonstration et d'évaluation. Et en 2 mots, j'ajouterais que ça sera vraiment utile si on travaille là-dessus, on a vraiment à s'améliorer, parce qu'un industriel, je suis sûre, enfin, pour en avoir suffisamment entendu et autres, a besoin d'avoir de la visibilité, de la lisibilité sur son avenir. Donc s'il a quelque chose qui est efficace, qui est prouvé, etc., lui, il doit avoir un passage à l'échelle. Voilà. Il faut que ce soit organisé, ça. Bon, c'est certain que c'est aussi un besoin des industriels de définir les conditions de sortie pour être capable de passer à l'échelle. On a le temps pour une ou deux autres questions de la salle. Je vois qu'il y a une question là-bas. C'est moi qui commence. Je vais me lever pour qu'on me voit. Bonjour, Régis Sénégou. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je travaille, moi, sur l'innovation tous les jours. Je suis membre du comité de sélection d'Angel Santé et je suis vraiment un passionné d'innovation. Pourtant, je me pose une question par rapport au débat. Moi, je suis très intéressé par l'efficience et globalement par l'efficience du système de santé, mais je me demande pourquoi on fait un lien immédiat entre innovation et efficience. On n'a pas besoin d'innover pour être capable de rendre le système plus efficient. On peut le faire, toutes choses étant égales par ailleurs, comme disent largement les économistes. Donc je m'étonne qu'en fait on ne parle pas de pistes immédiates. Et j'ai entendu tout à l'heure parler du comité de pilotage. Et moi, j'aime beaucoup l'approche systémique et je sais que si on veut pouvoir piloter un système, on a besoin d'une contre-réaction. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser les données de santé dont on dispose déjà? Et aujourd'hui, M. Raymond parlait du Health Data Hub. On a des données de santé dans tous les sens. Comment on fait pour les utiliser utilement pour rendre effectivement maintenant le système beaucoup plus efficient? On lève quelques oppositions et représentations. Oui, voilà, on a quand même, au-delà de nos belles intentions et de se projeter, la réalité fait qu'il y a quand même parfois quelques obstacles, quelques représentations de certains corporatismes et autres qui font qu'on ne peut pas accélérer dans la réutilisation des données de santé, etc., etc. Donc je pense que là aussi, c'est comment on arrive à convaincre l'ensemble des hôpitaux que leur entrepôt de données de santé doit être partagé ensemble, comment on arrive à faire comprendre à l'assurance maladie ou au SNDS que le partage des données aussi n'est pas une perte ou une fuite de données à l'étranger et autres. Donc on a toujours ces soucis, hein, l'entrepôt souverain, etc., etc. Je pense qu'on rentre évidemment dans des mécaniques très compliquées, mais qui sont surtout régies par des représentations je détiens un trésor, c'est à moi, ça m'appartient, et donc je ne vais pas. On est encore sur ces visions extrêmement corporatistes qu'il nous faut balayer, effectivement. Mais comment avancer plus vite? Je pense qu'il faut qu'on ait un pouvoir politique fort qui montre la direction. Et non pas imposer, parce qu'on n'impose plus rien dans ce pays, mais faire comprendre qu'effectivement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais un pouvoir politique qui montrera bien la lignée, une gouvernance qui montre véritablement le sens, nous paraît aujourd'hui à nous indispensable. Guillaume Dedet, l'efficience, toute chose égale par ailleurs? Oui, je souscris entièrement à votre propos, monsieur. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui aujourd'hui ne requièrent pas une approche technologique, ou en tout cas, ça nous fait tous rêver évidemment de penser toutes ces innovations, de penser tous ces éléments. On se dit, voilà, le futur arrive, c'est formidable, c'est plein de promesses, et c'est qui est vrai, mais on a beaucoup de choses qu'on peut faire ici et maintenant qui pourraient permettre d'améliorer l'efficience grandement de notre système. Je parlais de la prévention, c'est un élément, mais si on regardait simplement, on sait aujourd'hui les variations de pratiques entre les régions, entre les secteurs, etc. Vous avez, nous, on remarque dans les pays de l'OCDE en moyenne des variations sur les taux de remplacement de prothèses de genoux, de hanches, etc., de type d'intervention de 1 à 5. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut régler aujourd'hui. On peut tout à fait le prendre en compte. Alors, qui le ferait je ne sais pas, à moi de décider, d'une organisation interministérielle, d'un délégué, ou je ne sais pas, mais c'est possible aujourd'hui de se pencher sur ça
et de se dire concrètement comment on peut faire. Parce que là, vous avez sous vos yeux des gains d'efficience énormes, latents, et qu'on peut utiliser. Le recours aux urgences. Enfin, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de chantiers qui ne requièrent pas de complexité ou de questionnement sur est-ce que ça va marcher ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mener en parallèle, mais on peut faire aujourd'hui des choses tout de suite, maintenant, qui rapportent tout de suite. Une fois de plus, je reviens sur cette histoire de prévention, mais nous, nos modélisations sur les mesures anti-tabac en France, c'est 500 millions, c'est un demi-milliard par an. Ça marche tout de suite, et c'est tous les ans, et c'est dès demain. Donc, on peut continuer comme ça aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui rapportent tout de suite. C'est le jackpot immédiat. Merci beaucoup. On a essayé d'évoquer le sujet. Allez-y. Je veux juste. Il n'y avait pas d'antinomie entre les deux. Hein. Clairement, il n'y avait pas d'opposition entre efficience et innovation. On l'a tous dit. La question, c'est comment, justement, dans l'État, on dégage des marges de manœuvre pour des vraies innovations. Et dans l'innovation, on ne parle pas que d'innovation thérapeutique. La donnée, le numérique, ça fait partie des innovations. Donc, il faut les aider à trouver leur place aussi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas opposer les objectifs. Et il y a des innovations qui n'ont une vertu qu'en matière d'efficience, justement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas financées du tout, elles n'ont pas de modèle économique parce qu'on n'évalue pas cet aspect-là, cette composante. Donc voilà, il y a aussi un enjeu à chercher tous les gains, parce que vu le contexte quand même, et on sait tous qu'on a des ressources humaines, et pas que humaines d'ailleurs, contraintes, et donc c'est aussi prendre en compte comment l'innovation peut aider à relever un certain nombre de défis, et on trouvera les gains d'efficience que si on arrive à résoudre aussi, ou en tout cas à capitaliser sur ce qui peut aider à faire face à des difficultés actuelles qui ne sont pas que d'ordre bénéfice clinique, mais aussi accès aux soins, comme le disait Isabelle, aller vers organisation et pallier à des ressources qui sont en nombre limité. Mais il ne s'agit pas d'opposer les approches, mais bien de les compléter. Parfait. Je crois qu'il y a une dernière question au fond de la salle, madame. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux soins de premier recours dont vous avez parlé. Et NERES a publié un rapport l'année dernière ou cette année, il me semble, sur l'efficience des soins de premier recours. Et je me demandais dans quelle mesure vous pensez que ce serait intéressant d'avoir un passage du PMO au PMF et faire en sorte que les patients aient davantage accès à des soins de premier recours. C'est une évidence. Si on veut transformer notre système de santé, ça commence par là. C'est comment on apporte une réponse aux besoins populationnels sur le premier recours. On l'a vite défini dans la prévention, le suivi des pathologies chroniques et les consultations non programmées. Pour nous, ça revient aussi au deuxième sujet, l'innovation. L'innovation, faire travailler aujourd'hui la médecine libérale en équipe, ce n'est pas une innovation, c'est une révolution. Ben, il faut le faire. Ben, il faut le faire. C'est comment on arrive effectivement à travailler en équipe. Et comment on partage effectivement ces compétences pour pouvoir accueillir dans un premier recours l'ensemble des besoins populationnels sur un territoire. C'est faisable, certains l'ont démontré, il y a quelques expérimentations qui commencent, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les SAS qui se mettent péniblement en marche, mais qui commencent à progresser. Donc tout cela, effectivement, fait partie de ces nouvelles innovations. Mais si nous voulons transformer ce système de santé, ça commence véritablement là. On va économiser, effectivement, les temps hospitaliers si on est capable de pouvoir soigner les gens au plus près de leur domicile, au plus près de leur lieu de vie. En résumé, moi je trouve qu'il y a un vrai consensus et une volonté de faire bouger les choses avec un fil rouge, les gains d'efficience en santé. On a parlé de belles pépites, de beaux projets à soutenir, donc je pense qu'on peut avancer positivement. Je voudrais remercier nos intervenants, nos animateurs également. Je vous propose une pause de 30 minutes et donc on reprend à 11h30 précise pour notre grand témoin. Merci beaucoup.